So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence! On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu de Belleuil. Je savais qu'il s'en venait puis il m'a surpris pareil. J'espère que Gabe avait ses écouteurs. Le PC, il fait juste me regarder, il est comme non. I'm sorry, Gabe. Fait qu'on s'excuse à Gabe et vous autres si vous aviez été. J'espère que vous aviez pas trop des écouteurs comme noise cancelling direct d'un tympan. Là. Total. Mais bref, fait que aujourd'hui, petit épisode juste les deux, puis on avait aucune idée de quoi vous parler parce que ça c'est notre struggle après 3 ans. On a l'impression qu'on a parlé de tout. Fait que en long, en large, en travers, en diagonale, de haut en bas, tout ce que vous voulez. Fait qu'à un moment donné, on est à bout de sujets. Là. C'est ça, fait que là on est dans un mood où est-ce qu'on est comme c'est putain de quoi on parle parce qu'à un moment donné si on veut rester quand même un peu fitness related, on va parler sensiblement des mêmes affaires, on essaie juste de trouver des nouvelles façons d'en parler. Ceci dit, on vous a demandé de nous poser des questions, des trucs sur lesquels vous autres vous aimeriez qu'on parle. Fait qu'il y a quand même quelques trucs là-dedans que soit on n'a juste pas mentionné ou on l'a peut-être comme effleuré sans nécessairement rentrer trop dans les détails, fait qu'on va pouvoir embarquer un peu plus là-dessus. On vous le dit encore, si jamais il y a des invités / des sujets que vous voudriez qu'on parle, que soit on n'a pas parlé, vous aimeriez qu'on en reparle parce que ça vous intéresse encore, dites-nous-le. Un moment donné, c'est ça. Là, après 3 ans, on commence à se demander de quoi parler. Fait que, en passant, on les prend toutes les suggestions. Là. Il y en a quelques invités qui sont à venir aussi. Puis, si vous voulez aussi, des fois, si vous avez des expériences intéressantes et que vous pouvez vous déplacer sur la rive sud, on aime ça beaucoup aussi. T'sais, on a reçu Marie-Lou, on a reçu des propositions. Fait que si vous êtes une personne, vous connaissez une personne qui n'est pas nécessairement un expert ou un professionnel, mais qui a une expérience qui pourrait aider d'autres personnes. Donc, un parcours qui est peut-être atypique. On avait reçu Tamara aussi. Fait que c'est des choses qui nous intéressent. Je pensais que tu allais dire on a reçu ta mère. Non, j'aimerais beaucoup. Vous avez été à peu près 3-4 à répondre genre ta mère quand on a demandé des suggestions. Merci d'embarquer dans mon gag. Pour vrai, j'adore. Je t'avais invité ma mère pour vrai. For real. Puis, mais c'est ça. Puis, n'oubliez pas aussi de nous laisser 5 étoiles et des commentaires si vous voulez. On le demande rarement. Mais ça aide beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc, si vous trouvez de la valeur dans le podcast, n'hésitez pas à le partager, nous taguer aussi. On aime ça beaucoup. On voit souvent les mêmes qui reviennent. Mais si vous êtes nouveau sur le podcast, de grâce, laissez-le nous savoir. Comme ça, on aime toujours ça, savoir qu'on est capable d'aller chercher de plus en plus d'audience. Comme ça, des fois, même quand on se répète, on se dit, peut-être celle-là, elle ne l'a pas entendue, hein? C'est ça. C'est ça qui arrive, veut pas, là, c'est qu'après 3 ans, vu qu'on a parlé de pas mal tout, on se ramasse à répéter des affaires qu'on a dites plus souvent, mais c'est aussi le côté, si vous êtes des nouveaux auditeurs, vous autres, vous l'avez peut-être pas écouté parce que vous n'êtes pas retournés jusque dans les anciens épisodes, là. Fait que voilà. Fait que une des affaires qu'on s'est fait demander de parler, c'est le carb cycling. C'est quoi? En quoi ça consiste? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça a vraiment des réels bénéfices? Pour qui? Un peu plus en détail. C'est quoi le carb cycling, Jess? Je ne sais pas. C'est pas vrai. Le carb cycling, le nom le dit pas mal. Là. C'est que tu fais du vélo avec des carbs. Oui, tout à fait. Idéalement, je vous conseille, si vous faites du vélo, de manger des glucides, mais c'est de cycler vos glucides selon certains paramètres, fait qu'ils peuvent changer. Honnêtement, moi, c'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé. C'est pas non plus quelque chose que j'utilise tant que ça. Oui puis non. Je pense que... Corrige-moi si je me trompe, Simon, mais... peut utiliser le carb cycling de plusieurs façons. Fait que je pense pas qu'il y a une méthode de carb cycling que c'est comme voici le tableau de quand tu commences ça, c'est ça. Fait que tu peux par exemple faire un carb cycling selon tes journées d'entraînement on, tes journées off. Tu peux cycler tes glucides selon ton cycle menstruel aussi, fait que les mettre peut-être un petit peu plus élevés lorsque tu es proche de ton cycle pour être certaine que tu te garoches pas dans des choses qui sont beaucoup moins cohérente avec la shape que tu veux. Tu peux aussi cycler tes glucides en fonction de ton stress. Fait que les glucides sont reconnus pour avoir un super bon effet au niveau du système nerveux, au niveau du stress. Donc, peut-être que c'est une période qui est un petit peu plus stressante pour t'éviter, encore une fois, d'aller te garrocher dans des glucides, genre du sucre transformé, etc. Peut-être que juste d'augmenter un peu la quantité de bons glucides remplis de fibres que tu manges, ça peut être une option. À l'inverse aussi, peut-être que si tu es dans une période de ta vie où est-ce que tu dépenses un petit peu moins d'énergie, tu es un petit peu plus sédentaire, tu as moins besoin de consommer d'énergie si tu en dépenses moins aussi. Fait que tu pourrais cycler tes glucides en fonction de ça. Donc, quand tu sais, moi, je fais un genre de, entre guillemets, carb cycling dans ma période de festival. Je le fais pas volontairement, mais c'est juste que je mange un plus gros volume de nourriture tout court en général parce que je dépense beaucoup plus d'énergie. Et mon métabolisme, il est fast as fuck. Fait que j'ai tout le temps faim, même quand je suis sédentaire.
je suis stressée aussi. Si vous êtes quelqu'un de stressé, ça se peut que vous ayez souvent envie de grignoter aussi. Donc voilà, fait que moi, c'est pas mal ce que j'aurais à dire sur le carb cycling. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que le carb cycling, c'est jamais une nécessité. Ça dépend juste de pourquoi tu l'utilises. Fait que, tu sais, est-ce que ça va avoir des bénéfices additionnels en termes de perte de poids? Pas vraiment. Tant que ton total de calories est le même à la fin de la journée, tu sais, que tu as quelques journées un petit peu plus hautes puis quelques journées un petit peu plus basses. Exemple, comme tu dis, quelqu'un s'entraîne 4 fois semaine, peut-être que ces 4 journées de workout, tu as un peu plus de carbs pour un peu plus de fuel, puis les journées que tu t'entraînes pas, tu diminues tes carbs parce que la demande énergétique est moins élevée. Ça se fait. Des fois, c'est juste... On va plus l'utiliser pour maximiser les performances. Fait exemple, justement, même si tu as un objectif de perte de gras, tu veux quand même que tes workouts soient le plus performants possible si tu veux maximiser ta rétention / gain de masse musculaire. Donc, peut-être que pour ça serait plus intéressant d'avoir un peu plus de fuel les journées que tu t'entraînes. Ça va te donner un peu plus d'énergie pour avoir des bonnes performances. Mais les journées où tu t'entraînes pas, comme la dépense énergétique est moins élevée, tu en as moins de besoin de toute façon. Fait que ça peut être intéressant. Mais est-ce que c'est une nécessité? Pas du tout. Tu vas avoir des résultats qui sont relativement similaires si tu manges la même quantité de calories et de carbs à travers ta semaine, si le total est le même à la fin de ta semaine aussi. Fait que je le vois plus comme comment maximiser tes performances, puis en même temps, ça c'est peut-être dans des contextes qui sont un petit peu plus poussés. Exemple, moi en prep en ce moment, j'ai une journée high carb dans ma semaine, mais considérablement plus high carbs que le reste de ma semaine. L'idée avec ça, c'est pas nécessairement de me donner une journée high cal parce qu'on veut me donner comme juste un fuck ton de calories. L'idée, c'est vraiment que, en ayant plus de carbs cette journée-là, mes performances sont meilleures cette journée-là. Et habituellement, ça s'étire pendant un workout ou deux après. Là, comme si on me load de carbs pendant une journée. C'est pas juste genre j'utilise ça tout dans la fraction de seconde puis après ça, j'en ai plus le lendemain. Fait que souvent, ça aide à améliorer les performances pour quelques jours. Fait qu'encore une fois, en termes de perte de gras, en cote plus pour une prep, pour un photoshoot de compétition, les calories vont avoir tendance à être plus basses éventuellement. Le cardio monte, l'énergie est plus basse. Fait que juste pour s'assurer que les performances restent bonnes. Puis il y a un facteur que ça sera pas nécessairement physiologique, mais il y a un facteur de motivation avec ça. Si toi, d'avoir une journée de temps en temps comme ça, high carbs, ça te donne une crainte de motivation, puis ça fait en sorte que là, ben, mentalement, on dirait que tu es plus performant, puis tu vas pousser plus. Mais juste ça, ça peut faire la différence. Fait que, tu sais, exemple, moi, ça me fait ça. Ma journée high carbs, là, je le sais qu'elle s'en vient, puis je suis comme, ah ouais, aujourd'hui, c'est ma journée high carbs, aujourd'hui, je vais tout arracher. Faites un crise de bon workout tantôt, je le sais que je vais avoir un bon workout demain qui vont s'en venir suite à ça aussi. Fait que c'est plus une question de préférence personnelle. Est-ce que c'est nécessaire? Pas du tout. Ça va dépendre de personne en personne. Il y a du monde qui trouve ça, au contraire, plus chiant qu'autre chose d'avoir, tu sais, de jouer avec leur macro puis de jouer avec leur portion. Ils sont comme, telle journée, je mange tant, mais là, telle journée, il faut que je mange un peu plus ou un peu moins. Ou comme, il me semble que ça serait plus simple si je mangeais tout le temps la même affaire. Si t'aimes mieux manger tout le temps la même affaire, ultimement, comme, c'est vraiment plus pour toi. Là. Ben, c'est ça que mon Dieu, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, c'est une méthode qui peut convenir à certaines personnes et ne pas convenir à d'autres. Puis, tu sais, comme tu l'as mentionné, je pense que le carb cycling, ça à moins que vraiment ce soit quelque chose qui te motive, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant, je pense, quand tu es un petit peu plus loin dans ta recomposition corporelle, quand tu es un petit peu plus loin dans tes performances. Ça peut être mis en début de processus, là, si justement on se rend compte que telle personne, ça la motive, puis elle aime ça, puis ça fonctionne bien pour elle, tant mieux. Mais moi, je sais que dans ma clientèle, qui part de vraiment loin avec l'alimentation, commencer à cycler les glucides, ça commence à être too much. Là, comme si. Fais juste commencer par manger des bons glucides, puis on s'entend carb cycling, Simon, tu manges plus de riz ou genre des fois plus de patates. Là. C'est une journée qu'on mange plein de sucre puis que c'est OK, high carbs, un sachet de jujube. Là, c'est pas ça le principe. Important de faire la distinction quand même. Là. C'est ça. Puis encore une fois, pour des performances, exemple, on parlait du cyclisme tantôt, Myriam a dit, elle prend sa poignée de jujube. Fait il y a différentes façons de le faire pour différents sports, mais étant donné que Simon et moi, on se spécialise plus dans la recomposition corporelle, on va l'aborder avec cet angle-là et pour l'hypertrophie, donc l'entraînement en musculation. Mais c'est ça. Donc, pour améliorer vos performances, ça peut être une idée, mais ça peut ne pas fonctionner pour vous aussi. C'est pas une méthode qui est nécessairement meilleure que les autres. Elle peut être meilleure dans un certain contexte pour un certain type de personne, comme ça peut être complètement l'inverse pour quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas commencer à cycler vos glucides. Je veux pas avoir une de mes clientes qui me dise « Oui, mais moi, est-ce que je devrais faire ça? » Non. À moins que tu me dises « Hey, je trouve ça intéressant puis ça me tente de l'essayer parce que j'ai l'impression que pour moi, c'est quelque chose qui me motiverait puis je serais plus assidue. » On peut vraiment l'essayer. Je suis jamais fermée à quoi que ce soit. Mais
le point que je veux mentionner, c'est que c'est pas une meilleure méthode qu'une autre, c'est une autre façon d'aborder les choses. Tout comme n'importe quelle diète qui existe, je suis pas anti-exemple keto, je suis pas anti-carnivore. Ces diètes-là ont leur place dans un certain contexte puis ont effectivement aidé des personnes dans un certain contexte, principalement de maladies, parce que c'est pour ça qu'elles ont été développées, pas pour la perte de gras, tout comme Ozempic. Mais ça reste que si ça a aidé certaines personnes puis qu'il y a des gens qui adhèrent à ça, tant mieux. Je le dis toujours, mais you do you. Si tu essayes une méthode et qu'elle fonctionne pour toi, continue le temps qu'elle fonctionne. Puis si la méthode ne fonctionne plus pour toi, permets-toi de changer. Fait que le carb cycling, tu sais, si toi, tu es quelqu'un qui a de la difficulté avec son alimentation puis que tu trouves ça plus simple de manger low carbs, on va dire 4 jours semaine, mais que tu te mets un peu plus high carbs, et je le répète, c'est pas de se clencher des Oreos puis des jujubes. C'est comme tu vas manger peut-être un peu plus de riz ou beaucoup plus de riz dans tes repas ou des patates ou du quinoa ou peu importe. Mais ça va être ça, le high carbs. Fait que si pour toi, tu penses que c'est une méthode qui t'aide, parce qu'on va dire 2 fois semaine, tu manges un peu plus de glucides, puis le reste du temps, tu en manges moins parce qu'on va dire que c'est des aliments que tu ne tripes pas nécessairement, mais tu aimes le petit côté « Ah, ben c'est vrai que ça me donne plus d'énergie quand je fais ça », tu peux l'essayer, ça peut être une bonne méthode. Mais ce n'est pas la meilleure méthode, c'est une méthode parmi tant d'autres. Exact. T'sais, moi, je l'utilise avec quelques clients en ce moment qui sont en prep. Justement pour un peu ce que je disais, là, peut-être maximiser la performance. Puis 1 à 2 fois dans leur semaine, leur donner un petit regain d'énergie pour peut-être qu'il va les traîner un peu plus. Mais ça veut aussi dire, pour compenser, que si on va avoir le même apport calorique à la fin de la semaine, c'est qu'ils ont des journées qui sont exponentiellement plus basses pour balancer ça aussi. Fait que c'est de garder ça en tête. T'sais, si toi, ça t'aide d'avoir des journées plus élevées en carbs parce que tu as l'impression que tu es plus performant ces journées-là, sauf que les journées où est-ce que tu es plus bas, là, au contraire, tu as l'impression que, genre, t'as pas de jus, là. T'as pas de jus, t'as de la misère à te concentrer, puis tu sais, on s'entend techniquement, ces journées-là, souvent, on les plug dans où est-ce que t'as pas de workout, ou du moins t'as quelque chose de plus à faible intensité. Mais si tu fais ça, pis t'as l'impression que t'as juste pas d'énergie, t'as de la misère à te concentrer dans ta journée, ben peut-être que c'est pas fait pour toi, puis qu'on devrait t'en mettre un peu plus ces journées-là, puis diminuer les autres pour compenser. Fait que c'est toujours du cas par cas, il y a pas une méthode qui est foncièrement meilleure que l'autre, c'est plus essaye-le, vois si ça fonctionne pour toi, puis encore une fois, on va le redire, parce que c'est un très bon point. Du carb cycling, c'est pas une excuse pour se plugger des desserts. C'est une façon de plugger plus des bonnes affaires. Fait que justement, tu sais, moi en ce moment, techniquement, mes repas actuels ont 120 grammes de riz aux patates. Ma journée high carb, j'étais à 250 par repas à la place. Fait que j'ai une petite affaire plus que le double. J'ai plus de riz, puis j'ai plus de patates. J'en profite pas pour me plugger justement, tu sais, des biscuits, des affaires comme ça. Là, comme on veut aller chercher du bon fuel avec ça. C'est pas une excuse pour comme y aller dans justement, tu sais, sucreries puis tout le tralala. Là, fait que Oui, puis c'est ça, tu sais, l'idée, c'est une méthode qui est plus utilisée, je pense, justement, pour les performances, là, le carb cycling, puis il faut garder en tête que ça reste dans un objectif de performance. Fait qu'encore une fois, dans certains sports spécifiques comme le vélo, I guess, la course, tu sais, oui, il y a différents types de, du sucre rapide, des glucides que vous allez avoir besoin, mais au niveau de la recomposition corporelle, ça reste qu'il faut garder un équilibre dans les calories. Puis c'est important d'être capable de balancer ça aussi. Fait que tu sais, toi, tu dis, toi, ça fonctionne pour toi. Moi, je le sais d'avance que tu me coupes des carbs dans mes autres journées. Ça se pourrait, je tue quelqu'un. Comme littéralement. J'exagère. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. J'aime qu'en 2 phrases, elle dit littéralement et tout de suite après, elle dit j'exagère. Oui, exact. Mais never let them know your next move. Mais c'est ça. Fait que prenez-le si ça résonne. Puis si c'est quelque chose qui vous apporte plus de stress et d'inconfort que d'autres choses, ben faites juste, encore une fois, apprendre à calculer vos macronutriments puis vous assurer que vous n'avez pas faim. Voilà. Ensuite de ça, c'était quand même une bonne question, ça aussi. Comment on fait pour aller chercher de la motivation quand on n'a pas nécessairement un objectif ultra performant, style de compétition, des affaires comme ça? Tu vas tout crisser à terre. Si on n'a pas des objectifs Je cherche la motivation. Oui, c'est ça. Donc, comment on fait pour aller chercher de la motivation si on n'a pas nécessairement des objectifs ultra performants, style compétition, ou si on n'a pas nécessairement non plus, tu sais, genre, je veux le faire pour mes enfants plus tard parce que peut-être que tu n'as pas d'enfants ou que tu te crises de tes enfants. Peu importe, je juge pas. On n'est pas ici pour juger. Fait que, c'est un safe space. Oui, c'est ça. Fait que comment faire pour se motiver à travers ça si on n'a pas nécessairement de comme si gros objectifs? En discutant avec Hugo, qu'on a reçu... Pour la 3e fois. Il y a 2 jours pour nous autres, la semaine passée pour vous autres. Merci. Des chiffres, moi, hein, c'est pas mon fort. Mais puis en discutant avec lui, je me souviens pas si c'était pendant le podcast ou si c'était juste en privé. Mais
il mentionnait que, tu sais, par exemple, oui, c'est le fun de, exemple, faire du hockey. Je pense que c'est dans le podcast que j'ai fait avec lui qu'il l'a dit. Mais c'est le fun. Lui, il fait du hockey, on va dire, une fois par semaine. Tu sais, c'est super le fun. Ce qu'on avait discuté dans l'épisode que j'avais fait avec lui, ce que je mentionnais, c'est que les gens, c'est pas qu'ils sont trop occupés nécessairement ou qu'ils n'ont pas de motivation, c'est que leur vie manque de sens. Si ta vie, tout ce que tu fais, tes motivations sont extrinsèques, je m'en vais travailler parce que j'ai besoin d'argent, pas parce que je suis passionnée par ce que je fais. Je me tiens avec des gens que c'est pas parce que nécessairement sont en cohérence avec la meilleure version de moi-même, c'est juste, je les connais depuis longtemps, puis je sais pas comment me faire un nouveau cercle d'amis. Mes activités, j'ai pas d'activité à part gamer puis aller au gym. Si tu n'as aucune passion pour te driver dans la vie, tu vas avoir beaucoup de difficultés à avoir de la motivation pour quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que ta vie ne fait pas de sens à tes yeux. Fait qu'il faut que tu trouves un sens à ta vie. Tu sais, moi, par exemple, dans mon travail, mais ma mission depuis toute petite, c'est d'aider les gens à être heureux. J'ai toujours voulu être un rayon de soleil pour tout le monde. Je suis pas capable de voir des gens qui sont malheureux. Ça vient me chercher de savoir qu'il y a des gens qui vivent des expériences puis qui sont pris avec ça puis qu'ils ont l'air de bien fonctionner en société, mais quand ils se ramassent tout seuls, ils ont un paquet de démons à l'intérieur d'elles, parce que je travaille avec des femmes, mais puis qui ne sont pas capables de les gérer, ça me fait tellement, tellement de peine. Puis je veux juste pouvoir prendre un peu de ce fardeau-là puis les aider à justement aller mieux. Puis mon but, ça a toujours été ma mission, c'est de montrer à tout le monde que c'est possible d'être heureux. Il faut juste que tu reprogrammes ton cerveau pour l'aider à t'aider à être heureux, parce que ça ne se fait pas tout le temps facilement, naturellement. Fait que déjà là, ma vie a un fucking gros sens parce que c'est ce que je fais comme travail. J'ai travaillé très fort à être capable de gagner ma vie en faisant ça. Donc, ma vie, juste avec ça, fait du sens. Mes relations, toutes mes amitiés, toutes les personnes dans ma vie ont leur place, ont prouvé, ont passé, tu avais dit, l'épreuve du temps là, de l'affaire. Ouais, moi je le dis en anglais, mais ça revient au même. C'est ça. Fait qu'on passait l'épreuve du temps, tu sais, on passait aussi l'épreuve des show up when I need them, tu sais, et vice-versa. Fait que mes relations sont propulsantes. C'est des gens que je sais que si je fuck up, si je fais quelque chose, ils vont quand même me le dire. Tu sais, c'est des gens qui sont très, très cohérents avec mon identité à moi. Donc, encore une fois, au niveau de mes relations, ma vie fait beaucoup de sens. Ma famille aussi, etc. Donc, pour avoir de la motivation à faire quelque chose qui est autre que j'ai pas envie de faire une compétition, j'ai pas envie de faire un photoshoot pour ma shape, mais me garder en santé, oui, mais comme c'est pas pour mes enfants, j'en ai pas, j'en veux pas, peu importe, j'ai comme pas de raison en tant que telle de vouloir être tant en santé que ça ou c'est quoi qui va faire la différence entre mon envie de manger du gâteau ce soir puis mon envie d'avoir cette shape-là, tu sais, à long terme. Bien, premièrement, il y a tes neurotransmetteurs, puis encore une fois, on a parlé avec Hugo, mais tes traits de personnalité qui peuvent faire en sorte que tu vas avoir plus ou moins de difficulté à atteindre et maintenir un objectif. Mais il y a aussi le fait qu'il faut que tu trouves un sens à ta vie. Fait que, par exemple, Hugo, ce qu'il mentionnait, pour revenir à son exemple, c'est que lui, il aime ça jouer au hockey. Bon, c'est le fun de jouer au hockey une fois par semaine, mais OK, mais ça mène où? Ça mène quoi? Fait que il dit, par exemple, je peux me booker un tournoi dans 6 mois, on va dire. Ah, OK, fait que dans 6 mois, j'ai un tournoi. Bien là, ça va me donner la motivation de me donner dans mes pratiques de hockey quand je vais aller jouer des games. Je le sais que je le fais parce que j'ai un tournoi. Tu sais, pareil, mettons, moi, j'ai pas exemple de combat de Muay Thai, mais ça pourrait être ça. Ce serait quoi? Mettons, si à un moment donné, je commence à... Si ma motivation de vouloir entretenir ma santé cardiovasculaire, puis en fait, moi, c'est le contraire. Je voulais, ça fait vraiment longtemps que je tiens à mettre ma mobilité de l'avant parce que un de mes buts dans la vie, c'est de vieillir en santé, puis je veux être capable de bouger comme je veux en vieillissant. Fait que moi, ne pas être mobile, pour moi, c'est un problème parce que je le sais que plus tard, ça ira pas en s'améliorant si je ne l'entretiens pas. Donc, je voulais intégrer des exercices de mobilité dans ma routine, puis ça fait des années, là, mettons, ça fait au moins 4 ans que j'essaye, puis que j'en fais un de temps en temps. Là, OK, je suis capable de le faire peut-être une fois par semaine. Là, mais c'était tout le temps, puis souvent, c'était OK, ben je vais aller faire du yoga une fois par semaine. Fait que j'y allais, exemple, avec ma mère. Après ça, j'y allais avec mon ancien job. Après ça, mais c'est pas quelque chose qui me collait tant que ça. Pas que j'aime pas ça, j'aime ça, mais un moment donné, on a tout un budget aussi, là, fait que je vais le dépenser dans le Muay Thai avant de le dépenser dans le yoga. Je dis pas que j'en ferai jamais, là. Surprenez-vous pas si vous me voyez au Idolem. Mais il y a ça, fait que quand j'ai commencé à faire du Muay Thai, pour faire des kicks, là, apprendre la mobilité aux hanches, c'est très, très rough. Fait que ça m'a motivé à commencer à intégrer des exercices de mobilité pour mes hanches et pour mes épaules aussi, pour être capable de performer dans mon sport de Muay Thai.
Fait qu'à ce moment-là, j'avais un objectif beaucoup plus concret. Je veux vraiment devenir bonne à faire des kicks parce que j'aime vraiment, vraiment ça, faire du Muay Thai. Puis en ce moment, ma limitation, c'est ma mobilité. Puis tu sais, on a toute une génétique. Je deviendrai probablement pas assez mobile pour faire des splits out of nowhere. Mais ça reste que je suis quand même capable avec certains exercices. Ça reste que pour garder ma mobilité, bien, il faut que j'intègre ces exercices-là et que je les fasse de façon régulière. Parce que la journée que j'arrête de faire mes exercices de mobilité, ma mobilité, je la perds. C'est ça de la mobilité. Il faut l'entretenir, sinon, si vous ne l'avez pas acquise depuis toujours, ben malheureusement, vous allez la reperdre. C'est pas quelque chose qui reste très, très beaucoup. Il faut la travailler tout le temps. Donc, moi, c'est ça ma motivation. Fait qu'un des trucs que je vous donnerais, c'est ça, c'est trouvez-vous des micro-objectifs. Ajoutez des choses qui donnent un sens à votre vie. Tu sais, moi, je le dis souvent, mais le Muay Thai, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça guérit quelque chose dans mon âme. Puis pas que mon âme est blessée ou quoi que ce soit, mais je sors de là avec tellement un sentiment, le fun. Tu sais, oui, t'es fier de toi quand tu finis un workout, mettons, de muscu, puis t'as fait un PR, mais je peux pas expliquer à quel point je me sens bien quand je finis un workout de Muay Thai, à quel point je suis fière de moi, à quel point... Puis Dieu sait que je donne du fil à retordre à mon pauvre coach qui est patient, là, parce que tabarouette que je suis moron moteur, puis c'est long m'apprendre quelque chose. Mais je le fais pareil, puis je trippe à essayer de le faire, même si je suis pas encore super bonne, même si quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est de trouver des choses comme ça qui donnent un sens à votre vie, puis vous-même vous imposer des micro-objectifs comme ça. Quand je vous dis, ça fait 4 ans que j'essaie d'intégrer la mobilité, c'est long, 4 ans, là, j'en fais un peu ici, un peu là, mais c'était pas ancré, c'était pas correct. C'est vraiment depuis que je veux bien kicker au Muay Thai que je suis capable de le faire. Avant ça, j'essayais, puis heureusement, mon cerveau il est programmé d'une façon où est-ce que quand je vais atteindre un objectif, je vais quand même prendre des moyens pour y arriver. Mais même en ayant une programmation de cerveau qui est vraiment bonne pour atteindre des objectifs, ça a pris 4 ans avant que j'en trouve un qui est assez fort pour être capable de l'intégrer de façon régulière. Puis régulière, ça veut dire peut-être 3 fois semaine, là, pas 7 jours sur 7. Là. Fait que imaginez avec chaque petite habitude que vous devez entrer dans votre routine, comment ça peut être complexe d'avoir la motivation de faire ça. Mais je pense que tu as couvert la grosse majorité. Là. C'est de se trouver des petits objectifs qui vont faire en sorte que tu vas avoir envie de les atteindre. C'est pour ça que tu fais ton photoshoot? Ou c'est parce que tu étais juste tanné de prendre de la force à tout bout de champ? Non, parce que je continue de prendre de la force encore en ce moment. Brag. Moi, ça me fait juste rire le nombre de fois que je poste genre un clip de moi qui s'entraîne puis qui lève bien lourd. Inévitable, là, au moins une personne qui est comme « T'as-tu commencé à prendre du stock? » Je suis comme « Non, je suis juste... comme si tu me voyais en personne, là, je suis vraiment pas si massif que ça, OK? Je suis juste fort. C'est juste ça. Mais j'apprécie, merci. C'est vrai que t'es ordinaire en personne. Oui, vraiment, là, ça fait dur mon affaire. Fait que c'est pour ça, c'est juste pour que je fais un photoshoot pour me prouver à quel point je fais vraiment dur finalement en dessous de ça. Et pour prouver à tout le monde. Oui, c'est ça. Vous allez tous pouvoir voir à quel point finalement je suis tout petit. Simon, il est très mid. Mid, j'avais compris humide. Non, ça c'est moi. Oh. Non! Ah! OK. Bienvenue à Sexe Oral. Bon, fait que... Non, mais c'est ça. Mais moi, c'est ça, c'est que, tu sais, j'ai pas besoin de motivation pour m'entraîner, pour faire ce que j'ai à faire, pour manger mes repas et tout, parce que j'aime ça. Mais j'ai pas... Ça, c'est l'affaire, je pense que ben du monde oublie ou font omission. Ça se dit-tu? Oui. Ouais, OK. En tout cas, ça. Omette. Omette, ouais. Font omission. Omette. Ouais. En tout cas, ça. Regarde. Le verbe. Voilà. J'ai pas toujours été de même. Moi, là, de 18 à 21, 22, j'étais in and out des gyms. Là. Mm-hmm. Je m'entraînais. Tu sais, le typique qui s'inscrit pendant 1 an puis qui y va pendant 2-3 mois, là, c'était ça. Là, tu sais, mettons, je m'inscrivais pendant l'été parce que là, j'avais plus de temps, j'étais pas à l'école. Puis quand la session recommençait, j'y allais un petit peu au début, puis plus ça allait, moins j'y allais. Puis comme. Ben, c'est ça. Tu sais, ça a été ça pendant comme 3-4 ans, tu sais. Puis à un moment donné, je me souviens plus ça a été quoi exactement le déclic, mais à un moment donné, j'étais comme là, je veux me reprendre en main un peu plus sérieusement. Puis, ben là, ça, j'en avais déjà parlé une couple de fois, mais là, ça en est suivi de, justement, grosse séparation, je sais plus si je veux rester dans mon programme de cégep, comme remise en question de mon parcours, tout ça. Fait que le gym, moi, c'est ce qui m'a permis de me tenir un peu plus solide là-dedans. Fait que c'est ce qui a fait que j'ai accroché, ça, et me prendre un coach qui m'a aidé beaucoup. Puis, fait aujourd'hui, c'est rendu naturel pour moi. Là. Comme ce moment-là, j'y ai donné une autre chance, puis cette fois-là, c'est comme I stuck to it.
Fait qu'aujourd'hui, j'ai plus besoin de motivation pour ça, mais j'aime l'idée de me pousser là-dedans. Fait que pour moi, le photoshoot, c'est ça. C'est une façon de me pousser à des niveaux que je l'aurais jamais fait avant, sans faire une compétition, parce que la compétition m'intéresse pas, ça j'en ai déjà parlé aussi. Mais c'est juste une façon pour moi de me challenger, c'est de repousser ça un peu plus loin. Mais je pense que justement, tu sais, nous autres, on s'entend, on est beaucoup dans la recomposition corporelle, fait qu'on va parler de gym beaucoup, on va parler de musculation, tu parles un peu de Muay Thai, des affaires comme ça, on va parler de sport un peu, mais c'est pas obligé d'être la musculation, ça peut être le CrossFit, ça peut être l'haltérophilie, ça peut être le Muay Thai, le hockey, la natation, tu sais, whatever, c'est si tu nous écoutes, tu es probablement dans le gym de temps en temps ou tu t'entraînes peut-être de la maison, peu importe, mais comme tu fais probablement un certain niveau de musculation, mais c'est pas obligé d'être la musculation. Je pense quand même que c'est bénéfique sur la santé à moyen long terme, juste pour minimiser les risques de blessures, renforcer les ligaments, les tendons, les articulations, tout ça. Ça veut pas dire que tu es obligé de te claquer nécessairement des PR à toutes les semaines. Si tu as un objectif de prise de masse, tu n'auras un peu pas le choix, par exemple, de t'entraîner en musculation. Parce que la prise de masse à travers le sport, tu vas en avoir un peu au début, dépendamment du sport que tu fais, mais ça va être vraiment minime comparé au bodybuilding, que c'est littéralement ça l'objectif. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu joues au hockey, ben, si tu joues au football, mettons, ben, ouais, là, tu vas peut-être développer un peu de jump, puis peut-être un peu de upper body si tu fais bien des tackles, des affaires comme ça, mais comme, ça va être limité si c'est tout ce que tu fais. Fait encore une fois, si tu t'en fous de prendre la masse musculaire, c'est moins grave. Si tu veux peut-être limiter tes risques de blessure, je te le recommande quand même un minimum. Mais c'est de trouver des affaires qui vont te tenter de faire, des affaires qui vont te motiver, puis de le faire pour les bonnes raisons aussi. Fais-le pas juste parce que tu veux plaire à quelqu'un ou parce que tu vas aller chercher la reconnaissance de quelqu'un. Trouve-toi une source de motivation qui va être pour toi. Quelque chose qui va te faire plaisir à toi, puis quelque chose qui va faire en sorte que toi, tu vas avoir envie de le faire. Ça veut pas dire que ça va te tenter tout le temps. Ça veut pas dire que ça va toujours être facile non plus. Il y a des fois que ça te tentera pas, puis il y a des fois que tu vas plus aimer rester dans ton divan puis gamer ou écouter Netflix. Ça fait partie de la game. Mais c'est de se permettre d'explorer, je pense. D'essayer des nouvelles affaires. Si pour toi, tu as déjà essayé la muscu puis tu as de la misère, fais autre chose. C'est pas obligé d'être de la muscu. Fais un sport, fais justement de la natation, fais, tu sais, whatever, une activité physique quelconque ou à la rigueur, fais juste celle qui te fait le moins chier. Juste parce qu'à un moment donné, ça t'en prend de l'activité physique pour bénéfice sur la santé. Puis c'est qu'à un moment donné, là, pour l'instant, tu y penses peut-être pas parce que tu as peut-être 20, 30, début quarantaine, puis t'es pas nécessairement super avancé en âge, que comme t'as pas nécessairement de problèmes en soi qui ressortent. Quand tu vas être rendu à 50, 60 et passé, là, ça va tout commencer à ressortir, ces affaires-là, si ça n'a pas déjà commencé. Puis à ce moment-là, tu vas te dire, Chris, que j'aurais dû commencer quand j'avais 20, 30 ans. Fait que, encore une fois, c'est pas obligé de t'entraîner 5 fois semaine puis de faire une prep de photoshoot comme moi je fais en ce moment. Mais fais quelque chose. Trouve quelque chose qui va te permettre de te donner du plaisir en ce moment, mais 2, qui va te permettre de entretenir la qualité de vie que tu vas avoir quand tu vas vieillir. Oui, puis j'ai publié une phrase que je vais scraper en essayant de la répéter, mais en story cette semaine, qui est, tu sais, pour les gens qui se disent « Ouais, mais tu sais, je commence à être vraiment vieux pour commencer quelque chose », tu ne seras plus jamais aussi jeune que tu l'es aujourd'hui. Puis il n'y a personne qui regrette d'avoir commencé aussi jeune. Tu vas toujours te dire, une fois que tu vas avoir commencé, Chris, j'aurais dû commencer avant. Moi, c'est exactement ça. Là, comme, j'ai commencé très sérieusement à m'entraîner fin 21, début 22 peut-être. On s'entend, c'est quand même relativement jeune, mais je suis comme, Chris, qu'à avoir su, j'aurais commencé à 15, 16, 17. Je veux dire, j'ai commencé à m'entraîner, j'avais à peu près 14-15 ans dans les cours d'éducation physique à l'école, mais dans ce temps-là, j'étais trop dans le basket pour être sérieux dans la musculation. Mais tu sais, si je regarde ça aujourd'hui, j'aurais rien changé de mon secondaire parce que j'ai vraiment trippé à jouer au basket. Mais en sortant du secondaire, tout de suite, je me serais mis à la musculation plus sérieusement, puis que j'aurais corrigé mon alimentation plus rapidement. Puis tu sais, j'aurais peut-être pas l'air de ce que j'ai l'air aujourd'hui si j'avais commencé justement peut-être 4-5 ans plus tôt, tu sais. Oui, puis moi, je l'aurais fait même au secondaire. Tu sais, depuis secondaire 3 que je prenais comme option leadership, qui est plus de cours d'éduc, plus de cours d'activité physique. Pas parce que j'aimais ça, parce que, encore une fois, je suis obsédée avec ma santé depuis toujours. Fait que c'était déjà un réflexe, mais j'aurais aimé quand même avoir les bénéfices sur la recomposition corporelle que j'aurais eu si j'avais commencé la musculation plus tôt. Fait que, tu sais, si vous vous dites je suis trop vieux ou trop vieille, vous ne serez plus jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Fait que dans 5 ans, le temps va quand même avoir avancé, mais tu peux choisir
est-ce que toi aussi, tu vas avoir évolué avec le temps ou est-ce que tu vas encore, dans 5 ans, te répéter la même chose? Ah, je suis trop vieille. Tu étais trop vieille il y a 5 ans. Imagine le nombre de progrès que tu aurais pu faire dans ces 5 dernières années-là. Fait que, encore une fois, je pense que les gens ont de la difficulté à commencer à n'importe quel âge parce qu'ils ont la mentalité du tout ou rien. Donc, si je ne peux pas être comme un bodybuilder, ben c'est mieux que je fasse rien parce que je ne verrai pas des résultats rapidement. Mais l'affaire, c'est que tu n'en vois pas de résultats. Puis chaque méthode que tu fais, que tu essaies d'aller trop vite, non seulement on en a parlé avec Mathieu, ça a des impacts très négatifs à long terme, mais ça te rend la tâche encore plus difficile à long terme. Mais en plus de ça, ben ça fait en sorte que justement, probablement que dans 5 ans, tu vas être au même niveau, même poids, même whatever que tu es aujourd'hui parce que tu cherches encore des shortcuts puis que tu n'oses encore pas prendre une petite étape à la fois. Ça a l'air de rien, puis je le sais que ça a l'air chiant de se dire « Ah, je vais commencer avec une nouvelle habitude, puis c'est long, puis ben oui, peut-être que pendant 6 mois, tu as une nouvelle habitude à intégrer, puis qu'il n'y a rien qui bouge. » Mais une fois qu'elle est intégrée, elle est intégrée pour toujours. Fait que peut-être qu'en 5 ans, tu vas avoir perdu 20 livres versus quelqu'un qui en a perdu 100. Mais tu ne le retrouveras plus jamais, ce 20 livres-là. Puis tu vas avoir passé les 5 dernières années avec tellement plus d'énergie que ce que tu avais avant, avec tellement plus de bonheur. Tu vas apprendre à te connaître, ça va être le fun, versus avoir envie de te gonner pendant 1 an puis revenir encore à tes anciennes habitudes parce que tu n'es plus capable d'essayer ça. Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser, puis je le sais que c'est pas facile à faire parce que, comme je l'ai déjà dit, même moi, mon cerveau, il a tendance à aller vers le 100%, 0%. Comme la dernière fois, quand j'étais comme, ben là, je peux pas faire telle affaire, on peut pas filmer de podcast. On peut pas filmer le podcast, il va falloir que je me mette des gouttes en plein milieu. C'est ça. OK, mais je ferai une cote dans le podcast, C'est on ça. s'en calisse. C'est comme, mais là, Simon, il va falloir qu'il fasse des cotes de plus dans le podcast. Ah, mais ça va être plus simple si on n'en fait pas. Tu sais, fait que je la comprends, cette mentalité-là. Mon cerveau, moi aussi, je suis pas différente. Il a tendance à aller là. Mais c'est d'apprendre à se ramener aussi, de faire comme, OK, rationnellement, ce que je dis, est-ce que ça fait du sens? T'sais? Puis, encore une fois, ça, c'est aussi une question de j'aime pas du tout, j'ai peur de déplaire, j'ai vraiment peur de décevoir les autres, je veux pas être un fardeau pour les autres, puis je déteste la confrontation, je déteste demander des choses. Fait que là, tu as 5 affaires dans ma tête qui est comme, je pourrais demander si ça le dérange de faire des cotes de plus pour mes gouttes, mais j'ai pas envie d'y demander parce que je vais peut-être le déranger, je vais peut-être le gosser, ce que je fais tout le temps de toute façon. Mais d'habitude, c'est volontaire. Puis, ça lui donne une charge de travail de plus, mais là, je veux pas être un fardeau pour Simon de plus. Fait que ça, là, juste parce qu'il fallait que je me mette des gouttes dans le podcast, ça, c'est mon cerveau, là. Il était dans l'évitement, pas à peu près, là. Fait que, mais ça va être plus simple si on n'en fait pas. C'est ça la solution. Fait que, je comprends ces pensées très irrationnelles-là. Believe me, s'il y a bien quelqu'un qui est irrationnel, c'est moi. Mais j'ai aussi développé justement la capacité à penser de façon beaucoup plus rationnelle. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Donc, ramenez-vous à ça aussi. C'est pas parce que vous ne pouvez pas être parfait que ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas intégrer une étape. Puis l'accumulation de ces petites étapes-là va faire en sorte que vous allez atteindre vos objectifs et les maintenir à long terme. C'est pas les méthodes drastiques. Je sais pas combien de fois il va falloir vous le répéter. Voilà. Ensuite de ça, les collations style dite santé, pro-bite, les barres protéinées, ces affaires-là. C'est-tu vraiment si santé que ça? Ça vaut-tu tant la peine? Comment ça C'est quoi marche? la réponse, Simon? Ça dépend. Ça dépend. Ce que tu cuisines à la maison va toujours être mieux que ce que tu vas prendre en take-out. La majorité du temps. Ça dépend si tu cuisines aussi gras, salé, dire, ça dépend sucré qu'est-ce que tu cuisines, que là. le take-out. Mais généralement, oui, les recettes que tu fais maison, par exemple de muffins protéinés, ces choses-là, souvent, ça va être fait par des nutritionnistes, par des gens de fitness aussi qui vont partager ce genre de recettes-là avec plus de nutriments à l'intérieur. Et généralement des aliments moins caloriques aussi, moins sucrés, moins d'aliments transformés, moins d'ingrédients justement inutiles, entre guillemets. Fait que ça peut être une bonne idée. Après ça, c'est une catégorie. L'autre catégorie, c'est ce que tu achètes, exemple, au Shop Santé. Fait que les bars style grenade, MRE, barbell, les collations, comme les ProBites, ces trucs-là. Est-ce que c'est des bons choix? Ça dépend lesquels. Mettons, une barre protéinée, c'est un bon dépanneur. Tu sais, moi, j'avais des clientes qui est comme,
C'était comme ça faisait partie de leur alimentation. Là. C'était pas une barre tendre, la collation, c'est une barre protéinée. Est-ce que c'est mieux qu'une barre tendre Valnature? Oui, parce que tu as quand même plus de protéines à l'intérieur, moins de sucre généralement aussi. Mais est-ce que c'est une bonne option de collation? Pas tant que ça. C'est un bon dépanneur, mais il reste qu'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Il y a beaucoup d'agents de conservation. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui ne sont pas nécessairement excellentes pour la santé. Ce qui, tu sais, encore une fois, c'est toujours de regarder votre alimentation, elle ressemble à quoi en ce moment. Puis est-ce que c'est possible de l'optimiser? Tu sais, c'est sûr que si vous me dites, moi, d'habitude, je mange 2 barres au Henry comme collation, oui, je vais te faire switcher pour une barre grenade pour commencer, peut-être, si ça peut t'aider. Mais si tu es capable d'aller chercher des choses moins transformées puis te cuisiner des collations à la maison, puis te faire des lunchs, c'est ça qui va être plus optimal que ta barre grenade. Fait qu'encore ou ProBites ou peu importe, là, j'ai rien contre les barres grenades. Là, en passant, j'ai l'air d'avoir une dent contre eux, mais c'est ça. Fait que c'est des bons dépanneurs. Fait que, tu sais, moi, mettons, quand je travaille dans les festivals, là, j'ai besoin d'énergie rapide, puis mes lunchs, un moment donné, je viens à bout là, de mettre du yogourt dedans, là, c'est comme ça se mange pas super bien, fait que j'ai besoin d'énergie rapide, puis quelque chose qui va me soutenir. Fait que je vais en manger des barres de protéines quand je suis mal organisée. À noter, quand je suis mal organisée. Mais si je suis bien organisée, je vais manger des aliments qui sont plus entiers. Fait que, est-ce que ça peut être des bonnes solutions? Ça dépend, tu pars de où dans ton alimentation. Puis ça dépend à quelle fréquence tu les consommes. Tu me dis, j'en prends 1-2 fois par semaine, dépendamment de tes objectifs puis du reste de ton alimentation. Fine. Moi, c'était une collation chaque jour des ProBites là, pendant un bout. Là. Puis je veux dire, ça m'a pas fait prendre de poids en tant que tel, mais comme, maintenant, au niveau de la digestion, j'ai fait, bon, je pourrais faire de meilleurs choix ou je pourrais m'en cuisiner maison. C'est pas très compliqué non plus. Fait que, est-ce que ça peut être des solutions? Ça dépend de où vous partez dans votre alimentation, mais idéalement, le moins souvent possible, ça reste que c'est des bons dépanneurs, c'est des bons aides à être plus assidus, mais il n'y a pas vraiment, par exemple, de bodybuilders qui vont consommer ces aliments-là. Pourquoi? Bien, parce que quand tu veux être vraiment très, très sacoche avec ton alimentation, que ce soit pour ta santé ou pour tes objectifs de recomposition corporelle, tu as des meilleures options si tu mets un peu plus d'effort dans cuisiner tes affaires à la maison. Ouais, puis tu sais, si vous regardez ces barres-là, là, je vais reprendre les grenades, mais ça pourrait être les barbells, ça pourrait être, tu sais, whatever, il y en a plein. Si tu regardes les ingrédients en arrière, là, parce que les macronutriments, c'est une chose. Mais si tu regardes les ingrédients en arrière, là, à part le fait qu'il y a un peu plus de protéines parce que tu vas avoir un supplément de whey ou whatever dedans, il va avoir un peu moins de sucre parce que souvent, il y a une certaine dose de... Sucralose. Hein. Ben, que ça soit sucralose, en tout cas, édulcorant quelconque. Édulcorant, ouais. Fait ouais, il va avoir un peu plus de protéines puis un peu moins de sucre, mais je veux dire, à part ça, les ingrédients dedans, là, c'est pas si différent qu'une barre de chocolat ordinaire, outre le fait qu'il y a de la protéine dedans. Tu pourrais littéralement prendre une barre de chocolat puis un shake on the side, puis ça serait pas tant plus loin, honnêtement. Là. C'est ça. Là. Fait en termes de qualité d'aliments, souvent, ces affaires-là, c'est pour ça que Jess a dit, c'est des dépanneurs qui sont corrects quand t'es mal pris, mais c'est pas quelque chose que j'inclurais à mon alimentation régulièrement. Est-ce que tu inclurais une barre de chocolat régulièrement à ton alimentation juste parce que tu la prenais avec un shake? Je pense pas. Fait que c'est un peu le même principe pour ce genre de barre-là. Ils sont ultra caloriques, là, quand même. Là. Oui, c'est ça. Tu regardes ces barres-là, habituellement, c'est du... 250, des fois 300 calories ou whatever, parce que, tu sais... Fait il y en a des moins pires que d'autres, c'est sûr. Tu sais, moi, exemple, je vais prendre l'exemple des Little Goods. Moi, c'en est que j'aime vraiment beaucoup. Je les aime, un, au goût, je les trouve vraiment bons. Deux, ils ont genre 4-5 ingrédients dedans. Fait que ça, c'est l'affaire que je trouve vraiment le fun. C'est fait au Québec aussi. C'est fait au Québec, mais ça reste ultra calorique. Ouais. Parce que, justement, ils ont du vrai beurre de peanut dedans. Fait que, tu sais, ben, ça monte le gras. Ils ont du chocolat, ben, ça monte le gras et les carbs. Fait que, tu sais, moi, je considère ça comme une genre de... Moi, mettons, les Little Good, je considère ça comme un dessert santé. Ouais. Parce que c'est fait, c'est vraiment fait ici. Tu vas avoir justement, tu vas avoir du vrai chocolat noir, tu vas avoir du vrai beurre de peanut, tu vas avoir du vrai miel, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, la liste d'ingrédients est clean. Fait que j'aimerais mieux manger des Little Goods que des Oreos, mettons. Mm-hmm. Mais ça reste que je considère ça comme un dessert et j'en mangerais pas à tous les jours. Fait que c'est de garder... Ça, je pense qu'il y a une affaire que bien du monde oublie ça parce qu'on parle beaucoup de protéines dans le fitness, mais c'est pas parce qu'il y a de la protéine que c'est nécessairement santé. Non. C'est facile de juste ajouter un supplément de ISO ou quelque chose, une protéine végane, si jamais c'est un produit végane ou peu importe c'est quoi. La protéine de soya est forte aussi dans ces affaires-là. C'est facile de juste ajouter un supplément de protéine à un aliment juste pour le brander comme protéiné. fit ou protéiné ou whatever. Mais finalement,
y a pas, c'est pas nécessairement plus santé. Là. Moi, l'exemple cliché que j'adore, puis que ça fait une couple de clients à qui j'en parle, puis que je les surprends beaucoup avec ça, puis là, ils corrigent le tir. Les céréales Vector, Oh là. mon Dieu, la pire cochonnerie de l'histoire de... Ben, pas la pire, là, mais... Non, il y a pire, là, mais tu sais, sont brandés céréales protéinées. Puis Mon père en a acheté un moment donné pour ça, là. Puis c'est pas toutes les céréales Vector qui sont comme ça, mais il y en a une grosse partie que si tu regardes les valeurs nutritives sur le côté, le genre de 13 grammes de protéines qui est affiché, c'est seulement si tu ajoutes du lait. Parce que quand tu prends juste les céréales, pas de lait, c'est genre 6 grammes de protéines pour la portion. Mais fuck, ton branding il est autour du protéiné, puis le protéiné provient du lait. Il y a plus de protéines dans ton lait que dans ta céréale. C'est pas la céréale qui est protéinée. Puis pas juste ça, là, la quantité de sucre qu'il y a Mais dans la les quantité Vector de sucre en plus qu'il va avoir là-dedans. est largement supérieure à la quantité de protéines. Fait que c'est d'utiliser votre gros bon sens. Regardez pas juste l'emballage, mettons, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Regarde, essayer d'aller voir les valeurs nutritives parce que, tu sais, mettons, avec les Vectors, ça serait ça. Là, tu le verrais. Déjà, tu regardes sur le côté, non seulement tu te rends compte que les protéines proviennent du lait pas mal plus que des céréales, mais encore une fois, tu aurais pas mal plus de sucre que tu aurais de protéines là-dedans. Puis au-delà des valeurs nutritives, va regarder les ingrédients parce qu'il y a des grosses chances que tu aies un fuck ton de crap là-dedans. Puis c'est pas parce qu'il y a de la protéine que automatiquement c'est une bonne chose. Fait encore une fois, c'est pas pour les démoniser. Le poison est toujours dans la dose. C'est de regarder ton alimentation au complet. Tu sais, c'est 80-90% de bonne alimentation, la barre que tu vas prendre de temps en temps, c'est vraiment pas dramatique. Encore une fois, ça dépend de où tu pars aussi. C'est sûr que si tu avais tendance à prendre 2 O-Henry comme dîner, ben oui, ta barre protéinée, elle va être moins pire. Fait que on va y aller un step à la fois, mais c'est juste pas... Tu sais, c'est brandé santé juste parce qu'il y a de la protéine dedans puis qu'il y a peut-être un petit peu plus d'édulcorant, un petit peu moins de sucre. Mais au-delà de ça, c'est des affaires qui sont quand même relativement très transformées aussi. Fait que si ça peut te permettre de temps en temps de rester on track, tu sais, moi, je vais les utiliser, ben pas en ce moment parce que je suis en prep, mais en temps normal, quand je les utilise, c'est genre, je fais un long road trip, puis comme j'ai juste envie d'avoir un snack qui va être moins épais parce que Chris, qu'il y a des snacks au dépanneur. Non, c'est à part du beef jerky, t'as pas grand-chose. C'est ça, à part du jerky, puis si t'es chanceux, tu vas pogner genre des emballages de genre des œufs cuits durs, puis des fruits, des affaires comme ça, il peut en avoir des corrects, là. Mais à part de ça, là, honnêtement, les dépanneurs pour le côté santé, ça fait dur. Fait que... On s'entend que les fast-food sur la route, il n'y a pas grand-chose non plus, là. Moi, j'aimerais tellement ça qu'il y ait des salades sensations partout, là. Ouais, des affaires comme ça. Là. Ça serait tellement le fun. Pour ce genre d'affaires-là, je vais en utiliser des fois, même pas tout le temps. Là, comme, encore une fois, ça se fait se préparer des snacks que tu peux manger dans le char. Ah oui. Mais encore une fois, est-ce que tu as absolument besoin de manger dans ton char? Si tu fais, à moins que tu fasses un road trip de super long, pas mal sûr que tu es capable de toffer. Quelqu'un qui travaille sur la route. Comme... Ouais, là, ça va être différent. Mais j'en ai un de mes clients qui travaille sur la route. Là, comme 4 jours. Il est 4 jours sur la route, 4 jours à la maison. Mais les 4 jours qu'il est sur la route, il conduit pendant du 10-12 heures par jour. Là, fait que, maintenant, il se traîne des lunchs. Maintenant, il n'y a pas le choix. Là. Fait que c'est ça. Fait que, est-ce que c'est foncièrement mauvais? Je pense pas qu'il y a grand-chose qui est foncièrement mauvais. C'est vraiment toujours une question de contexte et de dosage. Mais est-ce que c'est vraiment si santé que ça? Pas tant. Non, c'est ça. Mais ça fait une bonne aparté au prochain point où est-ce que on parlait de c'est pas parce qu'il y a quelque chose de la protéine dedans que c'est automatiquement santé. On s'était fait poser la question, est-ce qu'on devrait toujours prioriser la protéine, no matter what? T'sais, si t'es pas chez vous, tu te ramasses dans un restaurant où est-ce que c'est peut-être la protéine qui est beaucoup plus transformée, qui a peut-être été cuite dans un fuck ton de beurre puis d'huile, des affaires comme ça, est-ce qu'on devrait quand même toujours prioriser la protéine? La réponse va toujours être ça dépend, mais j'aurais tendance à dire là-dessus quand même un bon oui. Ça va dépendre quel genre de protéine. Là, c'est sûr que c'est la seule protéine à laquelle tu as accès. C'est ça. Ben, peut-être moins, là, ou des genres salami, pepperoni, des affaires de même qui sont bourrées de nitrite. Ouais, charcuterie bourrée de nitrite, peut-être moins. Là. Non, mais puis ça dépend. C'est parce que rarement, dans ces trucs-là, le reste va être mieux que la protéine, dans le sens où j'essaie d'imaginer un contexte où est-ce que outre la protéine, ce que tu as à côté va être tellement mieux que tu pourrais t'en passer, mais je le vois pas parce que généralement, exemple, c'est des patates. Ben souvent, ça va être avec du beurre, de l'huile, de la crème, des trucs de même. Des légumes sont frits dans l'huile. Les légumes, partout ce que tu vas pour que ça goûte quelque chose. C'est ça, j'allais dire. Les salades, tu as genre plus de vinaigrette que de salade dans tes... C'est ça. Rendu là, c'est que si tu t'en vas quelque part où est-ce que même, tu te dis la viande va être ultra grasse,
pas mal sûr que tout le reste va être ultra gras aussi. C'est Même ça. tes légumes vont être cuits dans un fuck ton d'huile. Fait que C'est rendu là, tu t'en sortiras pas tant. Là. Fait que oui, honnêtement, il n'y a pas de contexte où est-ce que je prioriserais pas la protéine tout court. Si tu manges pas ta protéine pendant ton repas, tu vas avoir faim 5 minutes après ton repas. Anyway, fait que oui, honnêtement, il n'y a aucun contexte qui me vient en tête. Peut-être que ça va venir après cet épisode-là, mais j'essayais d'y penser, puis dans tous les contextes, oui, tu priorises la protéine. Même si c'est plus gras, même si, peu importe, parce que justement, ce qu'il y a à côté, il risque de l'être aussi, tu sais, fait que priorise la protéine. Ouais, puis tu sais, mais encore une fois, c'est sûr qu'il va y avoir des contextes où est-ce que je te dirais probablement non. C'est là. ça. Tu sais, encore une fois, si littéralement la seule protéine à laquelle tu as accès, c'est du bacon, du gros bacon gras. Puis qu'à ben, côté, t'as des. Ben même là, tu sais, je veux dire, si tu manges une petite quantité de bacon, Ouais, fait que tu sais, encore une t'as fois, pas de problème priorise cardiaque. ta protéine, ça veut pas dire que t'es obligé de te manger 12 slices de bacon non plus. Ben, là. c'est ça, tu sais, si vraiment tout ce que tu as accès, c'est de la viande ultra grasse, mais tu sais, si je pense, moi, quand je vais dans ma famille, là, ma mère a fait cuire le steak dans le beurre puis dans des affaires, puis tu sais, j'essaie de dire de faire attention, mais la version de mes parents de « y a pas beaucoup », puis ma version de « y a pas beaucoup », c'est le même gap qu'il y a entre ma version de « pas beaucoup » et la version de mon chum de « y a pas beaucoup ». Lui, c'est un bodybuilder, fait que lui, quand il me voit mettre genre un filet d'huile dans le poêle, il est genre... Fait que là, il m'a fait acheter un spray. Il était temps. Ben là, moi, elle me dérange pas mon filet d'huile, là. Genre ma noix de beurre de coco. Moi, je m'entorche, là. C'est bon pour mes hormones des fats. Mais bref, fait que... Pour tes hormones. Pour mes hormones, mais c'est ça. Fait que, tu sais, encore une fois, la perception de ce que vous voyez au resto, c'est sûr que ça va être très, très, très différent ou ailleurs, mais vous êtes quand même mieux de prioriser votre protéine. No Oui, matter what. Puis dans certains cas, c'est aussi une question que, tu sais, si vous vous ramassez à quelque part où est-ce que les seules options de protéines que vous avez sont fucking transformées et grasses, Peut-être pas, là. peut-être pas, puis je vous dirais, dans ces contextes-là, habituellement, c'est rare que vous allez le savoir dernière minute. Mhm. Tu sais, comme, habituellement, si vous vous ramassez dans un resto de même, à moins, comme, soit c'est un choix que vous avez fait d'aller là, ou c'était prévu depuis un bout, tu sais, quelqu'un vous invite à manger à quelque part, mais arrangez donc le reste de votre journée le plus possible pour que le reste de votre journée soit avec des meilleures protéines de meilleure qualité, qui sont plus lean, juste pour au moins compenser. T'sais. J'en parle des fois quand je vais, quand j'avais des cheats, quand j'étais pas en prep. Je sais d'avance que je vais avoir un cheat le soir. Ben, mon cheat risque d'avoir moins de protéines que dans le reste de ma journée. Fait que je vais m'arranger le reste de ma journée pour avoir moins de carbs, moins de gras, puis plus de protéines maigres le plus possible pour essayer de compenser un peu pour ce que je vais avoir au souper. T'sais, vous êtes capable de vous organiser aussi, mais encore une fois, il va probablement avoir des contextes. C'est de façon générale, protéines, ça va quand même pas mal toujours rester une de tes priorités. Là. Si jamais vous trouvez des contextes dans lesquels vous percevez que c'est peut-être pas une bonne option, laissez-le nous savoir, puis on corrigera le tir dans un prochain podcast. Mais encore une fois, c'est toujours une question de contexte. Fait qu'il y en a pas nécessairement qui nous viennent en tête maintenant, mais ça veut pas dire que ça existe pas non plus. Là. c'est ça. Ça dépend. Voilà. Ensuite de ça, pourquoi prioriser certains aliments plus que d'autres? Style, pourquoi on mangerait plus des patates ou du riz que des pâtes? Ou pourquoi on mangerait plus, justement, là, de la viande maigre plutôt que de la charcuterie ou des affaires comme ça? Généralement, c'est toujours une question de ça dépend, dans le sens où tu prioriseras pas nécessairement toujours les patates au riz. Tu prioriseras pas nécessairement toujours les bleuets aux bananes. Mais la raison pour laquelle on priorise certains aliments versus d'autres, ça va être au niveau de la valeur nutritive versus le nombre de calories qu'il y a à l'intérieur, mettons, en termes de recomposition corporelle. Ben, c'est ça, j'allais dire, c'est que ça va dépendre de plusieurs facteurs. Un, c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est prise de masse? Est-ce que c'est perte de gras? Est-ce que c'est performance? Est-ce que c'est ça? Parce que un des facteurs qui va faire qu'on va prioriser peut-être un aliment plus qu'un autre, dans un objectif de composition corporelle, que ce soit prise de masse ou perte de gras, c'est le facteur quel volume de bouffe que tu peux aller chercher. Parce que, exemple, tu vas aller chercher, mettons, 15 grammes de glucides en banane versus en bleuet, tu n'auras pas le même volume. Tu vas aller, même principe, tu vas aller chercher quelqu'un qui est en prise de masse puis qui a un fuck ton de carbs à manger dans sa journée, mais peut-être que manger 300-400 grammes de patates en un repas, ça te fait un gros repas puis la digestion est tough. Fait que peut-être que là, d'aller chercher des pâtes qui sont peut-être de meilleure qualité, là, pas juste pâtes blanches vides, là, ça peut être intéressant, genre des pâtes de quinoa. Moi, je suis un gros fan des pâtes de légumineuses, des affaires comme ça. Même des pâtes blanches vides, des fois, quand t'as pas vraiment Puis le de choix. temps en temps, c'est pas dramatique non plus. Peut-être que ça peut être intéressant versus la personne qui a 120 grammes de carbs dans sa journée. Mais si tu te prends un plat de pâtes, t'auras pas grand place pour autre chose. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, le volume, ça va être un des points.
valeur nutritive, ça va en être un autre. On s'entend du riz, des patates, ça dépend quel riz, puis ça dépend, mettons, quel genre de pâte que tu vas aller chercher ou quel genre de fruits ou whatever. Mais certains types d'aliments vont avoir des valeurs nutritives différentes qui sont intéressantes à aller chercher aussi. Les fibres, ça va être un gros facteur spécifiquement pour les glucides aussi. Moi, je le ressens beaucoup, la différence sur ma digestion quand je mange plus de patates versus quand je mange plus de riz. Mes selles ont tendance à être beaucoup plus faciles quand j'inclus plus de patates. Fait que j'ai tendance à prioriser les patates. Parce que c'est bon en tabarnak. J'adore les patates. C'est que c'est bon. Surtout depuis que j'ai posté ma grosse plaque de patates, tu t'en fais tellement plus. Je ne fais que ça. Je ne mange que ça. Puis je ne me tanne pas. Je varie les épices des fois, mais comme, c'est tellement bon, là. Puis j'ai fait découvrir ça à mon chum aussi, parce que lui, tout mangeait du riz. Il est comme, mais c'est bon. Mais je suis comme, c'est tellement simple à faire. Il est comme, mais je pensais que c'était plus compliqué que ça. C'est parce que pour le bodybuilder typique, souvent, le riz est majoritairement plus attrayant parce que c'est facile à faire en grosse batch. Ouais. Tu sais, les patates, mais moi, les patates je me fais de même aussi, là. Je me fais une grosse batch. Oui, mais ça prend plus de temps à préparer. Le riz, tu tombes ça dans le rice cooker avec de l'eau, c'est fini. Oui, mais quand t'as pas de rice cooker, non. Là, tu tombes ça dans une casserole avec de l'eau puis c'est fini. Là, je veux dire, c'est pas de temps plus long, c'est juste pour moi que tu t'en occupes. Des fois, quand même. Ouais, mettons. Là, il faut juste que je coupe mes patates en dés. C'est pas compliqué. Oui, sauf que puis t'es brasses avec des épices. C'est 2 étapes. Oui, sauf que moi, mettons, je me fais une grosse plaque de même, là, mes patates, ça me toffe même pas 2 jours. Là. Ouais. Mon riz, je peux le faire 10 tasses d'un coup si je veux. Là. Fait que, ça peut me toffer plus longtemps. Fait qu'il y a le côté paresse probablement avec le riz. Oui, 110 %. Mais là, c'est moi qui fais les patates. Fait qu'il est de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Moi, pour ça, j'aime tellement ça quand ma blonde, elle me dit veux-tu faire une batch de patates, s'il te plaît? Mais c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment bon. Puis il y a aussi l'aspect de, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus manger? Parce que si toi, tu es une personne qui préfère manger des noix, des avocats et justement te faire des salades avec des vinaigrettes avec de l'huile versus tu ne tripes pas tant que ça à manger des patates, du riz, des fruits puis du quinoa, on va peut-être aller vers une alimentation où est-ce qu'on va te donner peut-être un peu plus de fat comme source d'énergie que de glucides parce que toi, c'est ça que tu aimes manger dans ton alimentation. C'est exactement ce que j'ai conseillé à ma mère. Ma mère tripe beaucoup plus à manger genre des noix, des avocats. Ma mère! Mais tu sais, des noix, des avocats, des graines de chanvre, des affaires comme ça. Elle a tendance à prioriser des affaires qui sont naturellement plus grasses. Elle va manger du riz de temps en temps. Elle va manger du gruau, des fruits un peu, mais comme en dehors de ça, moins. Puis moi, ma mère mange plus de gras. Ma mère, c'est complètement l'inverse. Là. Ma mère, c'est une bébête à glucides. Là. Moi, j'ai été nourrie au pain, au sandwich, au ballonné puis aux pâtes. Là, quand j'étais jeune, là, c'est des pâtes et du riz et des patates aussi. Fait que, tu sais, moi, j'ai été élevée avec plus de glucides et j'aime beaucoup les glucides. Donc, moi, personnellement, je vais en mettre plus dans mon alimentation. Fait qu'il y a ce facteur-là aussi. Et le facteur de, parfois, tu peux développer des sensibilités alimentaires. Fait que souvent, moi, ce qui va revenir, c'est le egg ick puis le chicken ick. Fait que vient un moment donné où est-ce que mon corps, il est juste plus capable d'en manger, comme ça me lève le cœur. Pas parce que ça me tente plus, mon corps, ça ne tente plus. Fait qu'il y a ça, ou tu sais, des fois, mettons, dépendamment, ça fait trop longtemps que je mange du riz, là, ma glycémie, elle aime moins ça. Fait que là, il faut que je switch avec un autre type de carbs parce que pour une raison quelconque, mon corps, il le gère moins bien. Souvent, ça va être à cause du stress, encore une fois. Période de stress, le corps va avoir tendance à moins bien gérer certains nutriments. Fait que c'est normal. Ben, c'est pas normal, il faut gérer le stress, là. Ça veut pas dire « oui, on fait... » Mais bref. Fait qu'il y a ça qui entre en ligne de compte aussi. Fait que si vous avez des préférences alimentaires ou des tendances à devenir hypersensible à certaines choses, ben il faut juste les switcher de temps en temps. T'sais, les œufs, ben, je vais arrêter d'en manger pendant 4-5 jours, puis après ça, je vais les réintégrer ou je vais en manger un de temps en temps, le temps que je puisse en remanger plus, parce qu'avant, je mangeais 3-4 œufs par jour. Fait que, tu sais, je vais peut-être en manger juste un dans ma journée, mettons un fat cook avec... Ou je vais changer la façon dont je le fais aussi. Des fois, c'est juste ça. Fait que, tu sais, c'est de switcher vos aliments comme ça si jamais vous avez des hicks. Ça veut pas dire que vous pouvez plus en manger jamais. C'est juste de le tasser pendant le temps que votre corps il fasse sa job de corps. Fait que, tu sais, ça peut être une autre raison pour laquelle, mais sinon, c'est ça. C'est le volume, dépendamment. Si vous avez très faim, très pas faim, on va aller essayer de chercher. Très pas faim. Très pas faim. Très faim ou très pas faim. Maximiser le nombre de nutriments que vous ingérez et avec un minimum de calories ou un maximum de calories, dépendamment au niveau de la recomposition corporelle et de la performance, si vous avez besoin d'être performant ou en bulk ou si vous avez besoin de rester performant, mais en grosse cote. Puis il y a aussi, un certain facteur comme assimilation, absorption, digestion, tout ça. On réagit pas tous de la même manière. On s'était fait poser la question. C'est la prochaine question. C'était la prochaine question. Est-ce que quelque chose qui va être inflammatoire pour quelqu'un va aussi l'être, le serait pour tout le monde? Puis est-ce qu'il y a des façons de faire des tests? Il y a des tests médicaux qu'on peut passer pour voir comment on réagit à ça. Ça, il faut vous demander à votre médecin. Mais la réponse, c'est
oui et non. Il y a certains aliments qui ont tendance à être un peu plus pro-inflammatoires, mais ça veut pas dire que ça va être le cas pour tout le monde, ou du moins pas toujours au même niveau. Fait que, tu sais, exemple, le gluten. Bon, le gluten, il y a des cœliaques, mais c'est pas tout le monde qui est cœliaque. C'est pas tout le monde qui est pas cœliaque qui le digère bien pareil. Il y a quand même de plus en plus comme de sensibilité. Ouais. Il y a un nom spécifique pour ça, là, comme sensibilité non cœliaque, je sais pas quoi. Là. Ils sont intolérants au gluten. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas tout à fait cœliaque, c'est juste comme une certaine intolérance. Tu sais, mais après, c'est pour les produits laitiers, tu sais, ce genre d'affaires-là. Les patates douces, des fois, il y en a qui ont plus de sensibilité avec ça. J'ai une cliente, elle a essayé d'en introduire parce qu'elle aimait ça beaucoup, puis la digestion, ça passe pas fuck all. Puis je suis comme, c'est bien plate, mais on va retourner aux patates ordinaires. Le quinoa, des fois, ça fait ça. Fait que, tu sais, il y a certains ingrédients comme ça qui vont être plus touchés pour certaines personnes. Il y en a pour qui tout va super bien passer, puis tant mieux pour vous autres, les préférés de Dieu. Mais je veux dire, il y en a qui vont être plus difficiles. Fait que ça aussi, ça peut être un facteur dans la sélection d'aliments que vous allez faire. T'sais, est-ce que, tu sais, OK, là, comme t'aimes ça le fromage, mais que si à chaque fois, t'as l'impression que t'empestes la maison au complet parce que la digestion, elle veut rien savoir, là, c'est peut-être un signe qu'il faudrait pas t'en manger, ou du moins que t'en manges le moins possible. T'sais. Ouais, ou qu'il y a beaucoup de choses à travailler pour que tu sois capable de digérer ces aliments-là. T'sais, c'est pas une question non plus toujours d'éliminer des aliments, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que le corps n'est pas capable de les gérer. T'sais, dans le cas de gluten, maladie cœliaque, ou même le lactose, généralement, les humains ne sont pas faits pour digérer ces choses-là. Fait que, en tant que tel, c'est comme normal, entre guillemets. Fait que oui, tu peux plus penser à les diminuer / les éliminer. Puis il y a aussi, comme on le mentionnait hors podcast, mais le poison est toujours dans la dose. Fait que, tu sais, par exemple, on va dire... Ça, on l'a mentionné plusieurs fois en podcast aussi. Oui, c'est ça, mais, tu sais, par exemple, le beurre d'arachide, bon, oui, est-ce que c'est techniquement plus inflammatoire qu'exemple le beurre d'amande. Mais c'est pas parce que tu prends 15 grammes par jour nécessairement que c'est assez pour créer de l'inflammation. Si tout le reste de ton alimentation est sa coche, c'est rare que ça va être ce micro-détail-là qui va changer quelque chose. Oui, puis partez pas en peur parce qu'on dit que le beurre de pinot a tendance à être un petit peu plus inflammatoire. Là, je veux dire, j'en mange tous les jours. Oui, puis plus que 30 grammes. Puis la plupart des études que j'ai regardées, du moins qui regardaient les impacts sur la santé du beurre de pinot, démontraient des effets neutres. Je regardais des études qui regardaient. Oui, c'est ça. Tout le monde est en train de se watcher. On était le meme des Spider-Man qui se regardent. Ça, j'ai pensé. Puis, mais c'est ça, mais les études, la plupart du moins que j'ai vu qui étudiaient le beurre de pinot, ça tournait pas mal autour de ça. Là, comme c'est des effets neutres ou positifs sur la santé. Fait que comme le stressez pas avec votre beurre de pinot. Là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que ça peut, c'est pas mal ça, les trucs inflammatoires. T'sais. Oui, il y a des ingrédients. Je prenais aussi comme exemple le maïs. Bon, ben, le maïs, c'est indigeste. Si vous le mastiquez, vous allez... Si vous le mastiquez? J'allais dire manger puis mastiquer en même temps. Fait que si vous le mastiquez, vous allez... Non, même en le mastiquant, vous allez vous rendre compte qu'il ressort pas mal pareil de l'autre bord. Si vous prenez le temps d'analyser un peu vos selles, c'est parce que c'est indigeste. On ne peut pas digérer le maïs. Fait que c'est sûr que lorsque tu fais entrer des aliments indigestes ou des aliments qui sont indigestes pour toi, donc auxquels tu es, exemple, tu manges de la crème glacée, tu es intolérant au lactose, c'est sûr que ça va être inflammatoire pour ton système. Et malheureusement, ça peut prendre quelques jours avant que ça se rétablisse, en plus d'avoir un impact négatif sur ton microbiote intestinal, sur la perméabilité de ton intestin. Fait que c'est super important de, oui, les diminuer le plus possible ou de régler, si c'est possible, le pourquoi est-ce que tu as de la difficulté avec ces aliments-là. Tu sais, il y a des aliments comme le brocoli puis le chou-fleur, ça va être plus difficile à digérer pour X, Y, Z raison. Mais ça ne veut pas dire nécessairement de les éliminer de ta vie. C'est que ça vient avec des inconforts digestifs. Fait que, tu sais, peut-être pas ici prêt pour te clencher un fuck-ton de chou-fleur puis de brocoli. Mais ça veut pas dire que tu es obligé de plus jamais en manger de ta vie non plus. Tu sais, pareil pour les légumineuses, si tu n'es pas habitué d'en manger, ça se peut que tu fasses un peu d'inflammation puis que tu as des symptômes digestifs parce que ton corps n'est pas habitué d'en manger, mais qu'à force d'en manger, tu vas finir par t'habituer aussi. Fait qu'il ne faut pas non plus commencer à tout couper, mais c'est de regarder. Puis c'est là que l'aide d'un naturopathe ou d'un professionnel va aider énormément à ce niveau-là parce que c'est difficile de regarder ça par soi-même puis de faire l'analyse. Déjà que notre perception en général, les êtres humains, elle est vraiment à chier sur pas mal toutes. Là. Oui, puis il y a aussi le facteur où est-ce que si les gens vivent avec ces inconforts-là depuis toute leur vie, dans leur tête, c'est normal. C'est ça. Moi, je me souviens, là, comme mon ex, c'était ça, là, quand on a commencé à se voir, initialement, elle me disait comme à la blague, elle était comme moi, quand je vais à la toilette, c'est comme le highlight de la semaine. Là. J'ai déjà vécu ça, moi. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme quand on a commencé à sortir ensemble, à un moment donné, je disais,
moi, je regarde ton alimentation. Pas mal sûr que tu as certaines L'intolérance sensibilités au ouais. niveau du gluten. Jamais cœliaque, mais je suis pas mal sûr que ça passe pas tant. Puis, comme de fait, quand elle a commencé à couper le gluten, là, c'est celle était rendue régulière. Puis, je me souviens, on avait eu un Noël dans ma famille où est-ce qu'on était allé une fin de semaine en chalet, comme une dizaine. Puis, tu sais, on arrive là le jeudi ou vendredi soir, puis on reste là pendant comme 3-4 jours. Puis, quand on est revenu, elle a été, je pense, une semaine à avoir de la difficulté avec ses selles parce que ben là, on n'est pas à la maison, il y a du pain, il y a des pâtes, il y a ci, il y a ça. Fait que, tu sais, elle s'était pas nécessairement privée là-bas non plus parce que, mais comme, elle le savait durant la fin de semaine, elle était comme, je le sais que je vais écoper pour le reste de la semaine. Elle savait pas à quel point, parce que ça faisait un bout qu'elle n'en prenait plus, puis là, elle en a pris pas mal dans la même fin de semaine. Elle a écopé pendant une semaine. Fait que c'est le genre d'affaires que si t'as toujours vécu de même, tu le sais pas, on le répète, c'est pas normal d'aller à la selle juste 2 fois par semaine. Dans un monde idéal, tu irais au moins 1 fois par jour. Tu sais, si t'es tout le temps ballonné, là, tu sais, moi, ça arrive beaucoup avec les filles, je fais de la rétention d'eau, je suis ballonnée, nanana. Mais c'est sûr que si tu vas pas à la selle, minimum 1 fois par jour, moi, là, si je saute 2 jours, là, je me sens vraiment comme une femme enceinte. Là. Je suis ballonnée, je suis gonflée, puis pourtant, tu sais, j'ai quand même la facilité à avoir un peu mes abdos. Tu sais, j'ai un ventre relativement plat, puis c'est pas une partie de mon corps où est-ce que j'accumule beaucoup de gras. Heureusement, il va dans mes fesses. Mais, fait que je le vois rapidement, mettons, quand je suis blottée. Puis si je passe une couple de jours sans aller à la selle, je te confirme que je suis blottée. Ça grand-mère la chaise pliante, là, comme... fait que c'est ça. Fait que les aliments inflammatoires, dépendamment de l'intensité à laquelle vous avez des symptômes, vous pouvez en consommer un peu, / des fois pas du tout, mais le poison est toujours dans la dose. Fait que si tu te rends compte que toi, manger 15 grammes de beurre de pinot à chaque jour, ça t'apporte beaucoup plus d'inflammation que d'autres choses, ça se peut que tu réagisses comme ça. Là. Je veux dire, c'est pas impossible. Tout comme il y a des gens qui sont cœliaques, puis il y en a d'autres qui sont capables de se clencher une miche de pain, puis tout va bien. Fait que c'est vraiment de prendre le temps, comme je dis, moi, c'est de faire un journal alimentaire avec mes clientes. Écris-moi tout ce que tu manges, en quelle quantité, puis comment tu t'es senti après. C'est quoi les symptômes digestifs que tu as eu, si tu en as eu? C'est quoi le niveau d'énergie? Combien de temps tu as eu un sentiment de satiété? Fait que c'est de prendre le temps d'analyser ça pour regarder, OK, il y a peut-être des petits changements que je peux faire dans mon alimentation. Voilà. Dernière question, parce qu'elle n'était pas toute pertinente, celle qu'on s'était fait poser. Il y en avait beaucoup qui parlaient de ma mère. Dernière question, les entraînements / nutrition sur des shifts. Quand on a des shifts qui varient de jour, de soir, de nuit, comment on gère ça? Comment on gère ça, sinon? Tu te tires une balle, là, sacrément. Non, c'est pas vrai. C'est de la merde. C'est de la merde. Non, pour vrai. Faut quand même un peu toujours que tu acceptes que ça va être plus difficile. Comme le fait de toujours être sur des shifts qui fait que... Qu'est-ce que tu regardes? C'est Cal qui est dans la fenêtre. Bonjour, Cal. Fait que, non, c'est ça. Le fait d'être toujours sur des chiffres, déjà, ton sommeil risque pas d'être sur la coche tout le temps. Ça, c'est si tu es capable d'aller chercher du sommeil. J'allais dire, ça, c'est un understatement. Là, ceux qui vont être sur des chiffres vont comprendre. Les workouts... Tu vas faire ce que tu peux avec l'énergie que tu as souvent. Souvent, mettons, tu t'entraînes, tu travailles, tu as un chiffre de jour, bon, mais tu vas aller t'entraîner souvent en finissant de travailler. Quand tu travailles de soir, tu vas aller t'entraîner avant d'aller travailler. Quand tu fais un chiffre de nuit, souvent, tu vas t'entraîner comme en fin de soirée avant de commencer ton chiffre de nuit, ou il y en a qui sont capables de s'entraîner en finissant leur shift à genre 6, 7, 8 heures le matin. Tu fais vraiment ce que tu peux avec l'énergie que tu as, puis le temps que tu as, puis la récupération que tu es capable d'avoir, puis même l'alimentation, là, tu peux pas manger ce que tu veux quand tu travailles sur des chiffres, dans le sens où, moi, mes clientes qui travaillent sur des chiffres ou qui travaillent de nuit, la protéine a de la misère à passer, généralement. Là. Comme il y a bien des aliments que pour de mystérieuses raisons, ça passe pas. T'as beau essayer, ça marche pas. Fait que tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. T'sais, pendant des années, j'ai une de mes clientes, des fois, le yogourt grec passait plus. Ah, oublie ça. Poulet, pas capable. Ah, je suis capable de dealer avec ça, mais ça, pas tant. T'sais, des fois, c'était, mettons, je sais que c'est pas idéal, mais de la dinde, mettons, sans nitrite, parce que ça, charcuterie comme ça passe bien. Ben, on va aller chercher ce qu'on est capable d'aller chercher puis ce que tu es capable de digérer. Parce que si tu fuck up ton système digestif juste pour faire rentrer plus de bouffe, pas nécessairement une bonne nouvelle non plus. Fait que tu fais ce que tu peux avec l'énergie et les ressources que tu as dans le moment présent. C'est ça que tu fais quand tu travailles sur des shifts. Fait que je pense, c'est surtout le côté nutrition, je pense, qu'il va changer quand tu es sur des chiffres. Parce qu'entraînement, c'est juste, tu vas aller t'entraîner quand tu peux, au moment de la journée où est-ce que ça fit avec ton horaire. Puis le niveau d'énergie va être variable souvent selon le sommeil que tu vas avoir eu.
Mais niveau training, ça va varier beaucoup justement en fonction de... Tu peux pas manger les mêmes choses de jour, de nuit. Puis c'est pas que tu ne peux pas, c'est juste que souvent la digestion, la nuit, c'est un peu plus difficile. Et l'appétit aussi est vraiment Et l'appétit différent. aussi, exact. Fait que tu sais, de manger une grosse poitrine de poulet avec full patate la nuit, ça risque d'être plus difficile. Fait que tu sais, les nuits. Je sais pas. On sort l'accent latino. J'espère que je viens d'offusquer personne. Ouais, si oui, ben travaillez sur vous autres, c'est votre problème. Fait que, mais tu sais, mettons, j'avais un client qui est policier qui était souvent sur des chiffres qui changeaient comme ça. Puis quand il était sur des chiffres de nuit, on essayait de lui faire rentrer comme entre 60 et 80% des calories qu'il avait rentrées dans sa journée avant qu'il commence son shift. Tu sais, je lui donnais comme 2 gros repas puis une bonne collation avant qu'il commence. Comme ça, il y en avait le moins possible à rentrer à travers son shift. Dans son shift, il y avait comme une collation, puis c'était quelque chose de plus léger, là, genre du yogourt grec, des fruits, quelque chose comme ça, quelque chose qui va être un petit peu plus facile à passer. Puis genre qu'il y avait une petite collation en finissant son shift avant d'aller se coucher, quelque chose comme ça. Puis tu sais, encore une fois, là, ça va être du cas par cas, là, comme il y en a qui ont plus de facilité à rentrer des repas, il y en a que ça va être comme impossible, mais tu sais, je pense à du monde comme Frank Allard qui a été capable de faire une compétition de fitness en étant sur des shifts puis en étant policier. Ça se fait. C'est juste, va falloir que tu apprennes à jouer avec ton horaire, va falloir que tu apprennes à jouer avec ton alimentation en fonction de comment tu réponds. Puis c'est un peu en faisant du essai-erreur que tu vas le voir. Là. Oui, puis sinon, ça se peut que faut que tu acceptes que tu n'as pas le système nerveux capable d'endurer tout ça non plus. Mais généralement, si tu travailles sur des chiffres, ton système nerveux il est quand même assez solide. Là. Ben, il est quand même assez solide, mais il est probablement aussi quand même assez fatigué. Oui, non, 100%, mais dans le sens que le mindset de ces gens-là va être moins affecté. T'sais, moi, tu peux pas me faire travailler sur des chiffres, il n'y a aucune chance. Fait que, tu sais, je pense que ça vient avec un certain type de personnalité. Donc, oui, il serait capable. C'est plate à dire, suck it up. Là. Mais ça, c'était pas quelque chose qui était noté, mais ça me fait penser à quelque chose que tu me dis où est-ce que... Je pense qu'une affaire qui est importante de garder en tête aussi, c'est que le corps va aller jusqu'à où la tête est prête à aller. Fait que si ta tête est overloadée en ce moment, ton corps ne suivra pas. Ce qui veut dire que si tu essayes de le pousser, parce que là, je le vois en ce moment, là, j'ai des clients qui font la prep avec moi, puis on s'entend, on commence à pousser. Là, on est actuellement un peu moins de 14 semaines du photoshoot. Ça va être le 31 mai pour ceux qui trackent. J'ai des clients en ce moment que mentalement, ça commence à devenir un peu plus difficile. Puis pas mentalement, ça commence à devenir un peu plus difficile, genre « Ah, je m'ennuie de manger ça », juste mentalement comme overloadé. Là. Comme il se passe des affaires dans leur vie qui font en sorte que avant même que la prep commence, ils étaient déjà dans une période où est-ce que c'était stressant. On s'est dit qu'on allait l'essayer, puis on commence à pousser la machine un peu, puis oups, là, c'est la tête qui suit pas. Là. Fait que tu sais, t'auras beau faire tous tes workouts, t'auras beau faire tout ton cardio, faire toute ta meal prep, ne pas cheater, t'auras beau être sur la coche, sur papier, si ta tête n'est pas là, ton corps ne suivra pas. Puis c'est juste une question de temps avant que ça soit ta tête qui lâche pour vrai. Fait que c'est juste un reminder que t'auras beau être super assidu sur tes affaires, puis avoir les meilleures intentions puis la meilleure motivation du monde. Parce que des fois, c'est pas une question de motivation. Là. Comme ils sont super motivés de le faire puis comme ils ont envie de le faire, des fois, c'est juste la tête ne suit pas en ce moment. Fait que c'est plate, mais en ce moment, tu as 2 options. On trouve une façon de te déloader mentalement ou on arrête de pousser puis on t'enlève. Parce que à chaque fois que tu vas vouloir pousser plus loin, c'est un stress. Ça peut être un bon stress, mais c'est un stress pareil. Et il y a un maximum de tolérance au stress que ta tête est capable d'avoir. Fait que si tu fais juste constamment ajouter du stress puis t'en enlèves jamais, ou du moins tu travailles pas ta tolérance au stress, ça se fait travailler sa tolérance au stress, mais c'est crissement long comme processus. Ouais. Puis il faut pas oublier que ton corps est une machine d'adaptation. Il va te donner tout ce que tu lui demandes. Mais il faut que tu payes avec des intérêts. Exact. Fait que tu sais, si tu veux... si tu t'entêtes à varger dedans, il va finir par répondre. Pas nécessairement de la manière que tu veux. C'est tes clients, mettons, s'ils sont loadés à cause de situations, parce qu'on l'a déjà dit dans plusieurs podcasts, mais tu sais, mettons, une prep, là, c'est pas la prep en tant que telle. Oui, c'est désagréable, mais mettons, là, moi, tu me dis, t'as juste ça à faire. Financièrement, t'es couverte, t'as pas besoin de travailler, tout le long de ta prep, là, tout ce que t'as à penser, ever, là, c'est tu vas t'entraîner, tu fais tes affaires. Je vais être capable de la faire parce que j'ai aucun autre stress. Ça se fait. Oui, c'est désagréable, mais tu sais, c'est le même principe que quand j'ai eu ma colonoscopie récemment, c'était genre 24 heures sans manger. Et Dieu sait que 24 heures sans manger, pour moi, c'est terrible. Puis
Puis, tu sais, j'avais avisé mon chum. J'étais comme, ça se peut que je sois le pire être humain que t'aies connu ever. Puis ça a bien été parce que cette journée-là, ça l'a donné, puis cette fin de semaine-là, mais ça l'a donné que j'avais le luxe de pouvoir juste rien faire de ma journée, ne pas rien gérer, puis pas bouger de mon lit. Comme, j'ai pas besoin de dépenser de l'énergie, j'ai pas besoin de parler avec personne. Fait que je suis capable d'être un être humain qui a de l'allure parce que j'ai aucun autre stress. Fait qu'une prep, c'est un peu la même chose. C'est pas tant... Oui, c'est dur sur le corps quand même, on va pas se mentir, mais c'est ce qu'il y a autour qui est difficile. Fait que tes clients, le problème, c'est qu'en mettant un stress de plus que le corps n'est pas capable de tolérer présentement, il y a des signaux d'alarme. Il est comme « Hey, ça se pourrait que j'aime pas ça. » Pareil comme si vous êtes sur le bord d'un burn-out, puis que tu continues de pousser, puis tu continues de pousser. Tu sais, moi, j'en ai eu des clientes qui sont comme « Ah, je le sens, ben non, je suis capable. Ben non, c'est pas si pire que ça. Ben non. » Puis à un moment donné, bang, tout lâche. Puis ça prend des mois, voire des années à revenir. Le corps va te donner tout ce que tu as de besoin. Mais il va falloir que tu payes avec des intérêts. C'est un pensez-y bien. Puis on a tous une tolérance différente Oui. aux mêmes situations. Oui. Là. Fait que, tu sais, oui, la prep, c'est un stress, mais c'est surtout, c'est parce que c'est une fatigue que tu accumules. Oui. C'est pas tant que la prep est stressante. Parce que quand tu y penses, techniquement, si tu fais une prep, c'est parce que tu as déjà de l'expérience. Tu devrais savoir qu'est-ce que tu fais. Tu fais pas une prep quand tu commences à t'entraîner, tu n'as jamais fait ça de ta vie. Également pas. Fait que si tu fais une prep, tu devrais déjà avoir un minimum au moins d'expérience. Fait que c'est pas la prep en soi qui est stressante. Tu le sais c'est quoi faire tes entraînements. Tu le sais c'est quoi faire du cardio. Tu le sais c'est quoi gérer ton alimentation, faire tes meal prep, ces affaires-là. Tu le sais c'est quoi dire non à certaines propositions de bouffe ou d'alcool ou de whatever. Tu sais c'est quoi essayer d'avoir un rythme de vie le plus constant possible. T'sais, essayer de te coucher de bonne heure. Puis tout ça, c'est sûr qu'il y a des exceptions avec les horaires, mais tu comprends la game. Fait que c'est pas la prep en soi qui est stressant. La prep, elle est fatigante. Parce que les calories diminuent, puis la dépense énergétique monte. Tu accumules une dette de fatigue en prep. Fait que c'est pas tant que tu accumules un stress, c'est plus que comme tu accumules une dette de fatigue, ta tolérance au stress est de moins en moins élevée. Ben, c'est parce que tu diminues les ressources auxquelles ton corps a accès. Exact. Tu diminues les nutriments qui rentrent, tu essaies le moins possible. Souvent, les gens vont être supplémentés là, pour le diminuer le moins possible, mais tu diminues quand même ton intake d'énergie, de calories, puis tu augmentes la dépense calorique. Donc, tu crées un très gros déficit. Ton corps, il est en déficit. Ton corps manque de ressources. Par définition, il manque de ressources. Et tu lui demandes de garder le même rythme, voire ajouter un rythme encore plus intense avec moins de ressources. C'est sûr qu'il réagit mal à un moment donné. Puis c'est pour ça que moi, j'en avais parlé à la fin de ma dernière prep. Puis ça fait une couple de bodybuilders à qui on en parle aussi qui disent la même chose. La grande majorité du temps, le plus difficile de la prep, c'est pas tant la prep en soi. Parce que tu deviens tellement machinal. Tu fais tes workouts, tu fais tes cardio, tu fais ta bouffe, tu te couches de bonne heure, tu fais tes steps. Tout devient en mode automatique parce que tu es hyper-focus. C'est le reste qui devient tout plus stressant. Parce que comme tu accumules une dette de fatigue, ta tolérance est de moins en moins élevée. Fait que là, ben, les clients qui font pas leurs affaires, ou là, tu as un imprévu, ou tu as quelqu'un dans ta famille qui est arrivé quelque chose, ou whatever. C'est pas la prep qui est tough, c'est de gérer tout le reste. Fait que, puis là, on s'entend, on parle de prep, mais ça s'applique à beaucoup de monde. Mm-hmm. Plus tu t'en demandes, plus à un moment donné, tu vas accumuler une certaine dette de fatigue et moins ta tolérance au stress va être élevée. Il y a un maximum que tu es capable de tolérer. Fait que si en ce moment, tu as l'impression que ça bouge pas, puis que tu as l'impression que tu te donnes beaucoup, tu mets des efforts dans tes workouts, tu mets des efforts dans ta bouffe, tu mets des efforts dans tes steps, tes cardio, dans ta routine, tu essaies de te coucher de bonne heure, tout ça, puis que ça bouge pas, ça se peut que ça soit ta tête qui soit juste pas là en ce moment. Ta tête est occupée à gérer autre chose. C'est drôle parce que j'ai eu un appel avec une de mes clientes ce matin, puis c'était ça, tu sais, elle revenait de voyage. Ça faisait un bout qu'on jouait avec ses affaires, puis elle est zéro en surpoids ou quoi que ce soit, mais elle a quand même des petits objectifs à atteindre. Puis ça bougeait pas, tu sais, puis je le sais qu'elle fait ses affaires, puis qu'elle est assidue, puis que... J'ai dit, pars en voyage, c'est vas-y. Elle est revenue, ça a bougé. Pourtant, elle s'est pas entraînée une fois là-bas. Elle fait toujours pas mal attention à ce qu'elle mange, mais pas plus qu'il faut. Fait que j'ai dit, tu vois, ton problème, c'était pas ton assiduité. Ton problème,
Puis, tu sais, elle est comme, mais ça va bien, tu sais, j'ai pas, non, tu sais, dans sa tête, là, comme tout était beau. C'est pour ça que je vous dis, votre perception, des fois, des choses, c'est pas parce que tu as une bonne tolérance au stress que ça veut dire que ton corps ne le ressent pas nécessairement. Fait qu'elle est partie en voyage, puis même en faisant fuck all de ce qu'elle est supposée de faire d'habitude, là, ça l'a enfin bougé, puis elle a retrouvé un poids qu'elle n'avait pas eu depuis août l'année passée, parce que ça bougeait plus. Fait que là, elle était super contente, tu sais. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, on va continuer avec cette combinaison-là. Moins de workout, ta bouffe, ça va bien. Un petit peu plus de marche, de cardio, parce qu'elle a marché beaucoup dans son voyage. J'ai dit le moins possible. Puis j'ai dit, on va te mettre des affaires pour t'aider à gérer ton stress. Parce que même si tu le remarques pas, c'était ton stress le problème. Puis genre, ça, il est arrivé exactement la même chose à une de mes clientes. Elle était stickée au même poids depuis quand même une couple de semaines. Puis je le sais qu'elle suit ses affaires-là. Elle cheat pas, elle fait tous ses cardio, puis elle en fait pas mal, puis elle fait ses workouts, puis comme ça bougeait pas. Puis là, elle me disait, ouais, je m'en vais 10 jours au Mexique avec mon chum. C'est comme la première fois qu'on va avoir une vacance juste les deux depuis qu'on est ensemble, puis ça fait 16 ans qu'ils sont ensemble, tu sais. Mais D'où Jésus! travaille sur une ferme. Fait que, tu sais, quand tu Ouais. travailles sur une ferme, des vacances, c'est un week-end, t'es chanceux. là. Ouais, c'est ça. Fait que là, vraiment 10 jours, même pas, les enfants vont être gardés et tout. Puis, tu vois, je disais, elle me demandait juste avant qu'elle parte, qu'on a fait un suivi comme la veille, je pense. Puis elle me disait juste avant qu'elle parte, comment, là, y a-tu des affaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour travailler ça? J'étais comme, ben, écoute, je dis, il y a quelques trucs qu'on pourrait essayer, mais je dis, commence par partir en vacances. Parce que je dis, là, j'ai l'impression que à la quantité de cardio que tu fais, plus les 4 workouts, plus, tu sais, tu cheats pas, à la quantité de bouffe que tu manges en ce moment, ça devrait descendre. Fait que si ça descend pas, là, je dis, moi, d'après moi, t'es juste overloadé en ce moment, puis tu t'en rends juste pas compte. Fait que je vais te laisser partir en vacances, on verra après. Part 10 jours au Mexique, elle revient 3 livres en moins. Elle s'est entraînée une fois. Mm-hmm. Fait que je suis comme, on a pas mal la confirmation de ce que j'étais en train de te dire. Fait que des fois, c'est juste, c'est là qu'elle me l'a dit en revenant, elle était comme, ouais, elle dit, je réalise que j'avais une charge mentale plus grosse que je pensais, puis elle dit, là, je m'en rends compte. Puis c'est drôle parce que quand elle est revenue, elle me disait, ah, tu sais, là, mettons, moi, j'ai toujours une section à la fin de mon check-in, objectif pour la semaine prochaine. Puis elle était comme, ah, là, je vais recommencer à faire tant de cardio. Puis j'étais comme, wow, tu viens de prendre un break, puis ça vient de commencer à. Ça a descendu, là. Donne-toi une chance, on va essayer de te déloader mentalement, parce qu'on veut que ta tête suive. Le corps, il est prêt à répondre, là, tu l'as vu, là. C'est la tête qui est pas là en ce moment. On va te laisser une chance. La semaine d'après, elle s'est tenue à moins de cardio que ce que j'y avais recommandé, qui était moins de cardio que ce qu'elle voulait faire. Ça a redroppé d'une livre encore. Je suis comme... On a fait un podcast complet avec Matt là-dessus. Je vous encourage fortement à l'écouter si vous ne l'avez pas écouté. Il est déjà dans nos top 10 épisodes des plus écoutés of all time. Faut que la tête suive. La gestion du stress, la fatigue, c'est tous des facteurs qui vont jouer sur la composition corporelle. Oui, l'activité physique, la dépense énergétique, l'apport calorique, tout ça, c'est un facteur. Mais c'est plus complexe que ça. Puis le déficit calorique qui est beaucoup plus complexe que calories in, calories out, que dépenses caloriques et intake calorique. C'est beaucoup plus complexe que ça. Tu sais, j'avais une de mes clientes qui m'avait posé la question aussi très récemment de là-dessus. Tu sais, en fait, c'était la même cliente tu sais, sur le déficit calorique. Puis ça, je disais, je suis comme, le corps est tellement complexe. Il y a tellement d'autres facteurs que ta bouffe puis ton entraînement. Tu sais, là, on le voit, c'est ton stress le problème. Puis je vais le répéter encore, votre perception est généralement très, très erronée. Puis c'est pas parce que vous êtes stupide, c'est juste que c'est difficile d'être objectif envers nous-mêmes. Puis des fois, tu t'en rends juste pas compte. Tu sais, même, je suis la première. Je l'ai mentionné, j'ai une consultation avec Mathieu récemment pour ma digestion où j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup d'autres problèmes que ma digestion. Où est-ce qu'il t'a regardé puis il a fait comme, pourquoi t'es pas venu me voir avant? Exact, il était comme... Genre, OK, c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on pensait, là. Puis moi qui est comme, ah, et pourtant, je suis bonne dans ce que je fais. Je connais les signes, je connais. Puis des loulous, là, complètement des loulous. J'ai pas pensé. Puis quand il m'a dit ce qu'il y avait, j'ai fait, ah, ben ouais, ça a fait du sens. Je le comprends. Fait que même à moi, ça peut m'arriver aussi. Notre perception de nous-mêmes est souvent erronée. Fait que c'est pour ça que c'est le fun d'être accompagné par un professionnel, parce qu'on est là pour essayer de vous faire creuser puis de le trouver, mais effectivement, il faut que votre système nerveux suive. Et s'il est overloadé, je vous confirme qu'il n'y a rien qui bouge, peu importe à quel point vous êtes assis. Less is more. Trop, c'est comme pas assez.
Des fois, il faut que tu en fasses moins pour être capable. Tu sais, moi, je donne tout le temps l'exemple du slingshot. Tu prends des pas de recul pour être capable de te repropulser vers l'avant. Des fois, c'est ça qu'il faut que tu fasses. That's it. Voilà, c'est un bon mot de la fin. Super. Cool. Si vous voulez des suppléments NIH, www.nihsupp.com avec le code WUACV10 pour Woke Up and Chose Violence 10. Avec le petit wig, c'était excellent. Si vous voulez de la merch machine... Oh, vas-y. Attends. Ouais, machine, comme j'ai ici, mais le meme de I heard you like bad girls. Well, I'm bad at everything. Winks with both eyes. J'étais genre, that's me. Moi, j'aimais beaucoup le meme de I heard you like bad guys. Savais-tu que je fais cuire mon minute rice en 58 secondes? Wink. C'est con. Fait que si vous voulez de la merch machine. Comme le hoodie que Jess porte en ce moment. Et où les fucking confortable en passant. Wow. Vraiment. Et où les 72 oversize qui sont vraiment cool. Moi, mon préféré, ça reste encore le We Don't Think We Execute. Ouais. Mais donc voilà, autant ça que de la merch Woke Up and Chose Violence. Moi, je fais ça. J'ai un team coach sim en ce moment. Mais en tout cas, Woke Up and Chose Violence, le Lemon Squeezy que j'avais l'autre fois aussi. Ouais. Tous les liens sont dans la description. Vous allez pouvoir cliquer là-dessus si jamais ça vous tentait d'avoir ça. Assurez-vous toujours que vous mettez la bonne adresse pour la livraison parce que j'ai reçu un paquet de commandes ici de gens qui habitent vraiment loin. Ouais. Puis voilà, Jess, un mot de la fin? Squeezy! D'accord, ça va être Squeezy. Fait que merci d'avoir été là. On se voit pour un autre épisode de la semaine prochaine. Bye tout le monde! Salut!